pas vous enterrer à faire levier parce que quelque part, c'est même pas conférencier extérieur, maintenant, j'allais dire un vieux complice. Il y a tellement de rapports entre ta démarche et la vôtre, qu'en fait, tu es ici chez toi, comme aurait dit un animateur de télévision connu. Alors, bien sûr, je ne sais pas s'il faut dire conscience de soi et souci du monde, ou souci de soi et conscience du monde. C'est pas tout à fait la même chose, je sais dans quel sens c'est mes amis. Et en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne et qui passionne n'importe quel chef d'entreprise, parce qu'entre des paris qui demandent des équipes, beaucoup de cohérence, de cohésion, d'adhésion, j'allais dire d'abnégation parfois, et cet individualisme que tu soulignes, qui est de plus en plus présent, mais en apparence qu'on peut compenser, je pense qu'il faut dire compenser, dans une vision globale du monde, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Balancer, on peut dire. Balancer, au sens où on balance... ça peut être d'un côté ou de l'autre, mais c'est la balance du monde. C'est la balance du monde. C'est pas un beau thème, c'est la balance du monde. Alors, moi, j'ai mes doutes là-dessus. Parce que si j'observe ce que tu appelles cette vue globale des choses, je me dis qu'elle est, me semble-t-il, toujours récupérée en comment ce monde global qui m'inquiète va-t-il pouvoir servir mes intérêts personnels et renforcer mon coco, quelque part. Il y a peut-être de ça aussi, peut-être pas trop être optimiste dans cette vision globale, cette globalisation du monde. En tout cas, on est au cœur du problème, là. Et tu vas nous dire non seulement comment tu le vois, mais surtout, et c'est là qu'on t'attend, comment faire pour traiter avec ça les problèmes quotidiens qu'on a à résoudre. Alors, tu vas en parler, tu dois essayer de le faire. Alors, je sais que tu sais le faire aussi, tu parles de ce que tu fais, c'est ça qui te sauve, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, ces choses-là, bien comme d'habitude. Je rappelais que dans le temps, même quand j'étais encore à l'école primaire, on me disait, dans ta vie tu seras heureux si tu sais s'il y a une personne pour qui tu accepterais de mourir pour lui sauver la vie. Et me reposant la question avant-hier, à un moment un peu de cafard, je me suis dit, la seule personne pour qui j'accepterais de mourir pour sauver sa vie, c'était moi-même, en gros. Et il paraît que si je meurs pour sauver ma vie, ça ne marche pas non plus. Je suis coincé. Est-ce qu'il y a cette abnégation qui a existé, dans laquelle on a été formaté pour certains d'entre eux? Si elle a complètement disparu, il faut bien faire avec, et il faut quand même faire en sorte qu'à des moments, la cohésion du groupe surpasse les intérêts et l'égocentrisme. Alors on est au cœur d'un problème qui est passionnant. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Eh bien alors, tu vois... Je n'avais pas prévu, mais c'est une bonne... J'aurais mes dispensations habituels de ce qu'on verse comme un horaire, là. C'est rien du tout, pratiquement. Un grand merci à toi, Raphaël, d'être là, et merci à vous tous de votre attention. Merci de cette présentation, et puis merci de cette invitation. C'est vrai que je commence à m'habituer aux murs ici, qui sont non seulement les murs, mais le contenu des murs, le contenu humain, comme on dit aujourd'hui, très, très agréable et très réceptif, je dois dire. Nous sommes du contenu humain, si je comprends bien. Ouais. C'est intéressant. Je trouve. On salue le contenu humain. Oui, sur cette... Est-ce que je peux me mettre debout ou pas? Parce que moi, je bouge, machin, etc. C'est peut-être pas forcément... Non. Très bien comme ça. Ouais, parfait. Non, est-ce que je bouge? C'est comme vous voulez. Très fortement. D'ailleurs, je me meus. J'ai un micro aussi si vous voulez, mais ça va aller. Je sais pas. Mais c'est bon, il marche. En fait, il faut l'allumer dessous. Et votre enregistrement, il fonctionne comment? C'est là en fait le micro. Ah, c'est là, ça sert à rien le micro. Pour reporter la voix quoi. Ah, non, pour ceux mais qui pour sont porter la voix, je pense que ça ira. Je sais pas d'ailleurs comment ça marche. Voilà, à Sciences Po, on a un appariteur qui le fait, ça c'est... Je sais pas. C'est là, en dessous? Non? De toute façon, je pense que vous m'entendez, non? Parce qu'en général, j'ai une voix justement qui porte trop. Finalement, ça fait des bruits. Oui, une des motivations justement de ce livre, une des interrogations que j'essaye de mettre en place dans ce livre, c'est cette histoire de « on serait plus égoïste aujourd'hui que jadis ». Et je crois qu'on confond l'individualisme avec l'égoïsme. On peut très bien être égoïste sans être individualiste, et être individualiste sans être égoïste. Je m'explique. Une personne, par exemple un théologien dominicain au Moyen-Âge. Un théologien dominicain au Moyen-Âge, il peut se comporter de façon tout à fait égoïste, stratégique, en fonction de ses intérêts. C'est quelque chose qui est, comment dire, tout à fait naturel. Cette forme d'égoïsme, c'est quelque chose qui relève
ne peut pas dire de la nature humaine, parce que ça nous entraînerait dans un débat sur la nature humaine, mais au moins de la condition humaine. En revanche, la notion d'individualité, ça c'est autre chose. Parce que la notion d'individualité, l'individualité, l'individu n'existe pas au Moyen-Âge. Là, c'est une construction historique. D'ailleurs, le mot lui-même, individus, individualis, c'est un terme théologique au Moyen-Âge, qui ne désigne pas la personne. C'est un terme théologique qui se rapporte à l'unité dans la tripartition du Christ. C'est ça, c'est comme ça que le mot individu est lié à ça. C'est assez intéressant de voir que c'est le mot qui sera ensuite utilisé lorsque l'homme deviendra sa propre divinité, si vous voulez, dans le processus même de l'individualisation. Donc, en réalité, le théologien du Moyen-Âge, c'est pas un individu, justement, c'est une personne, puisqu'on en parle. C'est une personne, au sens où il participe, c'est le masque, vous savez, en grec, hein, la persona, il participe, il est une partie de la société, il est une partie de sa famille, il est une partie de sa tribu au sens large du terme, une partie de la cité, une partie de la nation, etc. Et c'est justement cette entité qui n'existe que comme partie de quelque chose, qui progressivement, dans l'histoire qui va commencer 15e, 16e, 17e siècle, 18e siècle, eh bien c'est cette partie qui est la personne qui va disparaître au profit de l'individu. Au profit de l'individu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est individualiste, c'est-à-dire qu'il y a une prise en compte de cette individualité dès qu'il y a une forme de quelque chose d'individu en nous qui ne peut pas être rapporté à notre relation à l'extérieur, c'est-à-dire à la société, à toutes ces relations extérieures que nous avions jusque-là, au tissu de relations rapportées donc à la tribu, rapportées à la nation, rapportées à tout cela. Et du coup, progressivement, en même temps que l'individu se construit, avec cette idée qu'il est son propre être individuel, qu'on ne peut pas diviser, va se constituer une relation réflexive, au sens de miroitant, si vous voulez, avec le global. Mais avec le global infini, sans limite, pas avec l'individu qui serait, là c'est la personne justement, intégrée à sa tribu, intégrée à sa nation, intégrée à la cité, intégrée. Non, c'est un individu qui devient de plus en plus solitaire, de plus en plus lui-même, entre guillemets. On voit bien qu'aujourd'hui on est le produit de ça, quand on dit ce qu'il faudrait c'est que tu sois plus toi-même. On dit au Moyen-Âge c'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il raconte? Être plus moi-même. Alors qu'aujourd'hui, intuitivement, tout le monde comprend plus ou moins ce que ça veut dire. C'est-à-dire être plus soi-même, on comprend ce que ça veut dire. Tu passes et toi-même. Justement, tu es trop dans le masque, persona. Parce que c'est le fait d'être plus soi-même maintenant qui est légitime. Mais en même temps, ce soi-même, abyssal, il va se rapporter à l'univers infini. Alors, maintenant je vais sortir un peu de ce problème, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'univers infini? Je n'avais pas prévu de commencer par ça, finalement c'est peut-être pas... on a souvent tendance à penser que les croyances, c'est du moins l'option, c'est moins l'optique quand on parle de sécularisation, comme s'il y avait un monde de croyances qui serait le monde avant la modernité, et puis progressivement, il y aurait eu un processus de sécularisation, et les gens, en gros, les personnes seraient de moins en moins stupides, ou atteindrait une sorte d'âge adulte et ne serait plus livré aux croyances, mais deviendrait de plus en plus rationnel. C'est ça l'idée de la sécularisation. Moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas même de rationalité sans croyance. Et que là, on confond deux choses. Je pense que toutes les théories de la sécularisation, de la rationalisation du monde, même chez Weber, même chez des grands sociologues, ont tendance à confondre, moi, ce que je distingue entre, c'est-à-dire le mythe et la fiction.
le mythe et la fiction. Le mythe, c'est ce qui constitue un sol mythique, c'est-à-dire c'est ce à quoi on adhère sans y penser. Ce que j'appelle aussi l'adhérence. Le mythe suggère une forme d'adhérence, c'est-à-dire on s'engage, puisque c'est le thème. On s'engage parce qu'on adhère, pas au sens de l'adhésion, mais au sens de l'adhérence, comme nos pieds qui adhèrent à un sol. Quand vous êtes sur ce sol, d'accord, sur ce sol mythique, vous pouvez circuler, vous pouvez aller à droite, à gauche, vous pouvez avoir des visées, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais il y a quelque chose à quoi vous ne pensez plus, c'est justement le sol sur lequel vous êtes. Parce qu'il va de soi. Parce que vous y adhérez à ce sol, sans y réfléchir. Comme quand on marche, on ne regarde pas le sol. D'ailleurs, on se casse la figure si on regarde le sol. C'est intériorisé. Par contre, on regarde au loin, et ce qu'on regarde au loin, oui, ça devient réflexif. D'ailleurs, c'est la vision, c'est des visions qu'on a, on voit des choses. D'ailleurs, le réflexif par excellence, qu'est-ce que c'est? C'est la théorie. La théoria, en grec, je vous rappelle, c'est le regard, c'est la vue. C'est justement ce qu'on voit. La théoria, c'est ça. Or, la fiction relève justement de la théoria. La fiction relève de ce que je vois, d'accord, et de ce que je construis. De ce que je construis, par exemple, je vous donne un exemple, la fiction juridique. Une fiction juridique, c'est une fiction qui est utile, qui est fondée sur un certain nombre de théories juridiques. C'est-à-dire qu'on peut discuter sur ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, procéduralement, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous voyez? Et ça, c'est de la fiction. Et c'est important parce que oui, il y a eu, dans le courant du XVIIIe siècle, XIXe siècle, une expansion du domaine de la fiction, avec toute une série de théorisations, de réflexivité. Mais l'erreur, ça a été de croire qu'on pouvait se passer du niveau mythique. Alors que le niveau mythique, comme je vous le disais, c'est le sol. Et on ne peut pas se passer de sol. On ne peut pas se passer de sol. Quelqu'un, par exemple, qui a cru croire ça, le grand philosophe, sociologue allemand, Jürgen Habermas. Dans les 2 tiers de sa carrière universitaire, qu'est-ce qu'il nous a dit, Habermas? Il nous dit, pendant les 2 tiers de sa carrière universitaire, que maintenant, on va pouvoir fonder une éthique sur la rationalité. C'est-à-dire, on va pouvoir fonder une éthique, la tête de la communication, la dialectique, sa théorie de l'agir communicationnel. On va discuter une éthique de la discussion. C'est-à-dire qu'on va savoir ce qu'on doit faire, et même ce qu'on désire faire, par la discussion. Par cette espèce de rationalité qu'il appelle une rationalité communicationnelle. Le dernier Habermas, de ces dernières années, s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Il s'est rendu compte qu'on était au niveau du discours, mais que le discours réflexif, il est très intéressant à un certain niveau, c'est-à-dire qu'il permet des formes d'adhésion, mais que passer le soir, passer le plein jour, ce qui refait surface, c'est l'adhérence, en vérité. C'est-à-dire ce à quoi croient les gens sans avoir même à le réfléchir. Il s'est rendu compte qu'on était arrivé dans une société, à force de construire des fictions juridiques, que l'homme lui-même était devenu une fiction juridique. Et il était devenu à tel point une fiction qu'on est obligé, pour le protéger, on est obligé de faire des lois de bioéthique, c'est-à-dire des lois éthiques. Alors que l'éthique, par définition, c'est ce qui n'est pas du domaine légal parce que c'est l'éthique. Parce que c'est l'éthique. Mais faire des lois de bioéthique, ça veut bien dire qu'on a tellement consacré les fictions réflexives qu'on n'a plus de sol mythique, c'est-à-dire que de toute façon, on n'y croit pas. Et si on n'y croit pas, ça s'effondre et on ne s'engage pas en réalité. On confond la réflexivité, qui est du niveau donc, de ce que j'appelle l'adhésion, et ce qui est du niveau de la théoria, ou justement de la construction de fiction nécessaire dans une société contemporaine, dans notre société actuelle, avec ce qui est du niveau de l'infra, ce qui est dessous, ce qui soutient l'ensemble. Et on a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Résultat, l'ensemble du système s'effondre. On est obligé de faire des lois bioéthiques, ce qui ne signifie rien, ce qui est même antinomique. Alors, moi ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le mythe, ce n'est pas du mensonge. À la limite, la fiction, ça peut être du mensonge. Par exemple,
lorsque vous avez des enfants dans une cour d'école qui jouent, l'un va dire qu'il est agent secret, l'autre va dire qu'il est, je ne sais pas, cosmonaute. On dirait que tu es cosmonaute, on dirait que je suis agent secret, on dirait ceci. Ils emploient le temps et le mode, qui signifie bien qu'ils savent qu'ils ne le sont pas. Mais ils jouent. Parce que c'est une théoria, c'est-à-dire c'est une vue de l'esprit qui est là pour jouer. C'est une illusio. Le mot latin encore, illusio, qui veut dire à la fois illusion et jeu. De jouer. C'est le fait de jouer. C'est les règles du jeu, l'illusio. C'est pour ça que Bourdieu emploie ça, les règles du jeu dans un champ donné. Puis c'est le jeu aussi au sens où on laisse du jeu, de la marge, justement pour pouvoir jouer et justement pour pouvoir être libre. C'est aussi l'illusion. Donc on se donne l'illusion. Donc, le mythe, pour pouvoir être cru, c'est-à-dire pour pouvoir constituer cette adhérence à laquelle on tient, c'est-à-dire pour ne pas glisser véritablement, parce que sinon on glisse tout bonnement, le sol se dérobe, eh bien le mythe, au fond, il doit être plausible. C'est-à-dire que le mythe, il suit l'histoire même des paradigmes scientifiques, parce que la science elle-même a ses propres mythes. Ce que Michel Foucault appelait l'épistémé, par exemple. La forme même de ce qui est croyable et concevable à un moment donné. Or, effectivement, à partir du 15, 16e, 17e siècle, il y a un certain nombre de processus matériels, c'est-à-dire à la fois scientifiques, à la fois politiques, qui vont transformer ce qui est croyable, c'est-à-dire ce qui peut constituer un sol mythique qu'on ne réfléchit même pas parce qu'il va de soi. Au niveau, je dirais, de l'évolution des hommes eux-mêmes, physiquement, il y a ce qu'on appelait les grandes découvertes. Les grandes découvertes au sens géographique du terme, très importantes. C'est pour ça que j'employais religion globale, ça veut dire religion du globe, mais pour ça, ça suppose une conscience globale, c'est pas la conscience mondiale, parce que mondial, c'est mundus, c'est un monde qui peut être un monde parmi d'autres, une organisation particulière. Global, ça veut dire le monde comme globe. Comment est-ce qu'à un moment donné, on a eu cette conscience d'un monde qui est un monde qui englobe, qui est complètement englobé, qui est un globe comme Hitler, qui a sur le bout de ses doigts dans le film de Charlie Chaplin, cette espèce de globe. Et donc le fait de voir le monde comme globe d'un seul coup comme ça, ce que Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, appelle cette espèce ce processus de cartographication globale, le monde va être saisi comme ça de façon globale, on va réaliser que puisque ce monde que jadis nous considérions comme un monde, la nature, comme étant sans limite, infini, pouvait être sans cesse en train de se renouveler, qui en réalité était pour nous une menace permanente. La menace de l'animal, la menace du cataclysme, la menace de tout ce qui pouvait s'abattre. Et bien là, d'un seul coup, ce globe que nous allons voir comme étant fini, comme étant une entité finie, eh bien, nous allons réaliser que puisqu'il est fini, il peut finir en tant que globe. Donc nous allons réaliser sa fragilité. La fragilité de ce globe, parce qu'il est fini. C'est à ce moment-là que commence, et dans le livre c'est un peu mieux expliqué, cette espèce de claustrophobie globale. Cette espèce de sentiment que maintenant, il n'y a plus rien à découvrir puisque tout est cartographié à un certain niveau. Et c'est en cela qu'on essaye de reconstituer les conditions à l'intérieur même du globe de quelque chose qui serait non fini. D'où la diversité, l'obsession de la diversité, qui commence à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est obsédé par la diversité parce qu'on a le sentiment que le risque, c'est qu'elle disparaisse, alors qu'avant, la diversité, ça représentait la menace. On voit bien qu'on est face à une proposition religieuse. Prenons la notion de biodiversité. Je prononce le mot biodiversité, et en prononçant le mot biodiversité, on voit bien que je ne prononce pas un mot qui suggère une réflexion, ou s'il suggère une réflexion, il suggère une réflexion postérieurement à une sensation, à une émotion que nous ressentons immédiatement en tant que citoyens du monde post-industriel,
comme étant positif. Ah oui, la biodiversité, c'est bien. Vous n'allez pas avoir une seule émission de télévision où on va dire que la biodiversité, c'est pourri. Pourtant, la biodiversité, ça peut être aussi pourri. L'écosystème, il fonctionne effectivement bien, de façon optimale. S'il ne perd pas un certain nombre de composantes qui permettent la circulation, une certaine forme d'interdépendance, donc il faut qu'il y ait un certain nombre d'échelons qui soient maintenus, néanmoins, trop de diversité, ça tue l'écosystème de la même manière. De la même manière. C'est pour ça qu'on doit brûler la forêt. Mais rien ne dit qu'un certain nombre d'espèces que nous essayons de maintenir ou de réintroduire artificiellement, dans un certain sens, pour nous donner le sentiment qu'on est naturel, paradoxalement, ne sont pas en train de détruire l'écosystème. À un autre niveau. Je n'ai pas dit que c'était le cas. Je dis, vous remarquerez que ce n'est même pas questionné. Ça veut dire qu'on est au niveau du mythe. Mais du mythe plausible, c'est certes plausible. C'est-à-dire on est au niveau du sol sur lequel on marche. On discute du reste à partir de ça. Mais ça, on ne le discute pas. Vous voyez la différence? Vous voyez ce que c'est le mythe? Biodiversité. Et ça vient en partie de ce qui s'est passé déjà avec les grandes découvertes, mais pas seulement. Parce qu'en même temps, la science, en regardant vers le firmament, commençait à réaliser que les conceptions que nous avions du monde comme étant fini, finalisé, un espace avec des frontières, en quelque sorte, eh bien, ne correspondaient peut-être pas à la réalité. C'est-à-dire peut-être que le monde était infini. Que le monde était non fini. Et finalement, c'est pas si mal, parce que si l'univers dans son ensemble est infini, ce qu'on commençait à croire, peut-être qu'il peut rattraper la finitude de notre petit monde qui, lui, peut finir. La Terre. Vous me suivez ou pas? Vous suivez? C'est pas si simple, hein, ce processus. Ce processus n'est pas si simple. Résultat, l'infini, vous remarquez que c'est un privatif, c'est non fini. C'était un terme négatif. En grec, quand on dit apeiron, c'est un terme absolument négatif. C'est ce qui n'est pas fini, c'est ce qui ne va pas bien. Alors que la cité, l'urbain, c'est ce qui est fini, parce qu'on met des limites, on sait jusqu'où on va, et donc c'est bien, c'est parfait. C'est pour ça que quand on construisait une ville, on l'orientait, avec le décumanus, le cardo, qu'on savait que là, on était dans le monde où les choses étaient régulées. La perfection, c'était la régulation. La perfection, c'était la régulation. Et même lorsqu'on lit Aristote, qui nous donne une représentation de l'absolu, les sphères éternelles, ce qu'il appelle le monde supralunaire, qu'il oppose à notre monde, à nous, sublunaire, eh bien le monde supralunaire, c'est un ensemble de sphères parfaites, parfaitement régulées. Regardez même le modèle de Ptolémée et tous ces modèles universels où le monde est véritablement fini. Dans le christianisme, là, on n'a pas non plus de grands changements, puisque c'est l'idée aussi que la cité céleste, c'est une cité parfaite parce qu'elle est limitée, c'est un espace. Le paradis, c'est un espace particulier, extrêmement hiérarchisé, extrêmement précis. Et on essaye de faire en sorte que sur Terre, cette perfection se reflète en construisant une Jérusalem terrestre qui soit l'image de cette supposée Jérusalem céleste. Donc limité, fermé, etc. Le mal, vous remarquerez, c'est ce qui n'est pas contrôlé, ce qui n'est pas régulé, et il prend ce qui n'est pas contrôlé, ce qui n'est pas régulé, ce qui n'est pas urbain, ce qui manifeste cette nature, par exemple la figure de l'animal, d'où le diable avec des longues oreilles, qui peut être représenté en loup, représenté dans tout ce qui est l'animalité. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, le diable, c'est l'urbain. Le diable, c'est le régulé. Parce qu'entre-temps, il y a eu l'infinitisation du monde. L'infini est devenu une propriété positive. Une propriété désirable. Et ça s'amorce au XVIIIe siècle, avec Emmanuel Kant par exemple. Ça commence bien avant, avec Emmanuel Kant, pour cette fameuse phrase où il est lui-même impressionné par la loi morale en lui, c'est-à-dire une sorte de subjectivité abyssale, l'infini en lui, si vous voulez, quelque chose qui ne peut pas être saisi, donc c'est plus la personne, c'est vraiment l'individu, qui est indivisible en lui-même, et il est en même temps fasciné par le ciel étoilé au-dessus de lui, c'est-à-dire l'univers infini. Il est dans ce rapport-là.
qu'est-ce qui va se passer dans le mouvement romantique au XIXe siècle? Eh bien, ce qui était encore rationnel, donc encore extérieur, qui était l'objet d'une fiction théorique parce que philosophique, donc absolument encore inassimilable par le commun des mortels, mais même par les philosophes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à en discuter, mais de notre côté, ils n'étaient pas prêts, je pense, à se jeter du haut d'une falaise pour sauver l'infini. Vous voyez, c'est pas pareil. Mais avec le mouvement romantique, ça commence parce qu'il y a une sorte d'intériorisation émotionnelle, ça devient émotionnel. Vous voyez, cette espèce de poésie de l'infini, ce qu'on voit aujourd'hui, quand on dit l'infini, c'est beau, l'infini, alors que c'est un manque, l'infini. C'est le manque de quelque chose. Mais là, ça ne sera plus le manque, ça sera l'infini positif, Chateaubriand. Et même avant, chez les pré-romantiques, comme Rousseau. Cette subjectivité, cette espèce de, on pourrait dire une forme d'onanime, cette individualité, mais contrebalancée sans cesse par l'infini, le lointain, par un regard émerveillé par l'altérité, par l'autre. Et vous avez là une coordination entre, une sorte de croisement entre la vue que nous, la rencontre avec l'autre, avec les cultures différentes, que nous allons valoriser comme étant cette nécessité, comme étant cette sacralisation de l'infini, de la différence, de l'autre, de ce qui n'est pas nous. Mais en même temps, lorsque nous allons aller à la rencontre de l'autre, ça sera pour nous connaître nous-mêmes. C'est pour ça que je parle d'individuo-globalisme. C'est-à-dire que l'autre va devenir, alors la version négative dira le prétexte, ou l'instrument, parce qu'on emploie le mot instrumentaliser, l'instrument de mon développement personnel. Et dans le discours actuel, c'est ce qu'on retrouve. Dans le discours actuel, c'est ce qu'on retrouve jusqu'à l'autre, l'autre lointain, le chaman, que je vais voir, même si je cherche à l'aider, même si je vais construire des hôpitaux au fin fond de l'Afrique, mais c'est parce que c'est une expérience positive. En revenant d'Afrique, je me suis rendu compte que je me connaissais encore mieux. Est-ce que ça veut dire que je m'en foutais de ce qui leur arrive avec leurs hôpitaux, que je leur laisse sur les bras? Non. Ça veut dire qu'il y a une autre manière de gérer le sol mythique et de donner un sens à sa vie aujourd'hui, qui est de plus en plus généralisée et qui passe par cette espèce de tension désirante. Je dis bien tension désirante parce que ce qui compte, c'est ce qui passe au niveau des désirs. Parce que lorsqu'on ne désire pas, eh bien on ne fait pas, on ne peut pas être motivé, on ne peut pas s'engager. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est soit parce que vous le désirez, mais ça serait l'optique la plus positive. L'optique la plus probable, pour certains d'entre vous, moi, c'est parce que vous en êtes contraint. Parce que peut-être qu'on vous a demandé de faire un travail relatif à ce que je vais dire éventuellement. Et par contre, pour ce travail, vous avez besoin d'avoir un certain nombre de notes, parce que là, vous êtes dans le désir. Le désir d'avoir peut-être votre examen, d'avoir un certain statut, de passer un certain nombre d'études. Mais s'il n'y avait pas ce désir, de toute façon, vous ne seriez pas venu, c'est sûr. Vous ne seriez pas venu, parce que la réflexivité ne suffit pas. On aurait pu vous expliquer que c'était extraordinaire. Théoriquement, c'est merveilleux, de toute façon. Tant que ça ne touche pas le niveau du désir, ça n'a pas de sens. Vous pourriez même ratiociner, expliquer que vous n'avez pas pu venir parce que ceci, parce que cela. C'est-à-dire que vous allez mettre un certain nombre de choses en balance pour parler en vocabulaire managérial. Vous auriez priorisé. Et prioriser, on priorise par rapport à ses désirs, c'est tout point final. Et les désirs, ça fonctionne par rapport à des fantasmes, dans le sens négatif. Fantasme, ça veut dire image. Et l'image, c'est quoi? C'est des suites d'histoires imagées qui me donnent envie de participer à une histoire, c'est-à-dire un mythe. C'est-à-dire un mythe. Ça ne fonctionne que comme ça. Que comme ça. Jusqu'au désir sexuel lui-même. Le désir sexuel, c'est ça que je trouve insupportable dans notre société aujourd'hui. On va nous dire aujourd'hui, vraiment, on voit qu'il n'y a plus que le sexe et l'argent. Pas plus qu'avant. Je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de sexe et et que ce soit l'argent. L'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent, ce n'est rien. L'argent, ce sont des numéros. L'argent, c'est du pur désir. L'argent, tant que c'est du papier, ou si c'est de la monétique, tant que ce n'est pas... Le type qui est radin, c'est-à-dire qui économise en permanence de l'argent parce qu'il va monter, qu'est-ce qu'il fait? Il entasse son désir et il se refuse à l'actualiser dans un objet précis de peur de perdre tous les autres objets possibles. C'est ça. Donc il entasse du désir qu'il se refuse à accomplir de peur de... C'est un rapport à la mort.
Le radinisme, c'est un rapport direct à la mort. Ça n'a rien de matériel. La matière, ça n'existe pas dans ce sens. Ça n'existe pas. Je veux dire, le boulanger, il refuserait absolument d'accepter les euros que vous lui donnez contre le fruit de son travail, c'est-à-dire contre du pain, s'il n'y avait pas un rapport très particulier à des désirs, une négociation permanente avec les désirs. Et lorsque la société perd le mythe fondamental sur lequel repose l'ensemble, la structure même des désirs de base, eh bien l'économie elle-même ne fonctionne plus. L'inflation, c'est un pur rapport au désir. C'est un pur rapport au désir. Lorsque vous allez dans un quartier et que vous acceptez d'acheter un appartement 8 ou 9 fois plus cher que ce qu'il était dans le même quartier il y a 15 ans, sous prétexte qu'il y a 3 artistes qui se sont installés, qui ont fait 3-4 graffitis, et que d'un seul coup c'est devenu quelque chose où il faut être, et vous êtes prêt à payer, vous voyez bien qu'on est vraiment dans le désir, que l'économie est fondée là-dessus. Parce que moi-même qui invente ça, hein, c'est Adam Smith, qui au départ ne s'intéressait qu'au désir. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin du surplus? Ce qui est important, c'est uniquement le surplus. Le reste n'a pas d'importance. Puisque l'économie, c'est le surplus. Pourquoi est-ce que je veux plus que ça? Pourquoi est-ce que je veux, dans quelles conditions je le veux? Comment est-ce que je désire? Donc, quand on dit ça, c'est pareil pour le sexe. C'est pareil pour le sexe. Je veux dire, sincèrement, le désir sexuel, c'est de la pure image. Enfin, oui, non, mais c'est matériel. Oui, c'est matériel. C'est matériel, certes, mais même le fait de désirer une femme ou de désirer un homme, c'est une pure représentation d'un désir. Tiens, pourquoi est-ce qu'on n'éprouve pas de désir pour une porte? Pourquoi est-ce que dans un film érotique, on va éprouver du désir par l'organisation scénarisée, à travers la narration, parce que la manière même, le corps même d'une femme ou d'un homme, sa manière de le construire, même la forme même du corps, sa morphologie, elle raconte une histoire qui peut être tellement intériorisée qu'elle a été naturalisée au cours de notre histoire biologique, et donc on a le sentiment que ça va de soi, mais c'est aussi une construction de ce point de vue-là. Donc on n'est pas plus matérialiste aujourd'hui qu'hier, pas plus égoïste, pas égoïste, etc., etc. On est individualiste, mais contrebalancé par un processus de globalisation au sens du monde comme globe, et on voyage de l'un à l'autre sans pouvoir sortir de cette tension désirée. Et c'est effectivement la raison pour laquelle la figure importante, une des figures importantes du monde post-industriel, c'est le voyage. C'est le voyage et l'expérience. Il faut faire l'expérience. Il faut faire l'expérience de l'autre. Même dans le mariage, j'ai des collègues qui travaillent aujourd'hui sur ce sujet. Aujourd'hui, une rupture, un divorce, est de moins en moins considéré comme un échec, mais de plus en plus comme une expérience positive. C'est-à-dire que ça fait partie de mon développement personnel. Ce que les sociologues appellent le passage de la communautarisation à la communalisation. Je veux rencontrer l'autre, mais je veux rencontrer l'autre à travers ce qu'il me fait. En quoi il me rend heureux, en quoi il me développe, en quoi il me permet de me connaître moi-même, en quoi il accentue ma créativité. Alors, à partir de là, à partir du 19e siècle, cette intériorisation va devenir émotionnelle dans la poésie, etc., etc. Et en même temps, elle va être l'objet, cette fois, même plus seulement d'une sorte de romantisme littéraire, artistique, mais elle va être l'objet d'un mode de vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire, mais alors pour l'instant c'est encore une élite d'intellectuels qui décident de vivre dans ce mode individuel global. Par exemple, à Monteverita dans le Tessin suisse, il y a un certain nombre d'écrivains, des gens même qui vont passer par là, Thomas Mann va passer par là, d'autres individus qui se représentent comme étant des citoyens du monde. Et c'est là où vont se développer les théories qui vont devenir les théories du développement personnel actuel. C'est des gens qui parlent déjà de développement personnel. Comment se développer sa créativité par la danse, se connaître soi-même, faire un certain nombre de choses, d'activités. C'est là où on va avoir des anthroposophes, quelqu'un comme Steiner, des théosophes, des anarchistes, des gens qui rêvent en termes individuels globaux, qui rêvent dans cette tension. Après, ça va passer aux États-Unis avec le transcendantalisme américain, avec cette notion de wild,
wilderness, le sauvage, trouver le sauvage qui est en soi, à travers le sauvage toujours de la nature qui est à l'extérieur de soi. Et ça va donner la fameuse Beat Generation, la génération des beat poètes, justement, qui voyagent, qui sont toujours sur la route. Vous vous souvenez de Jack Kerouac, ça a été réédité le mois dernier, On the Road, c'est-à-dire faire l'expérience de ce monde, dans le voyage permanent. Dans le voyage, faire l'expérience, butiner. Mais ce faisant, ce qui est assez étrange, c'est que cette valorisation de l'autre, cette valorisation du lointain, puisqu'elle cherche à se connaître soi-même, elle finit par un processus d'exotisation de l'autre, par dissoudre les spécificités réelles des traditions existantes. C'est-à-dire que oui, il y a une forme de Disneylandisation. Il y a ce que j'appelle dans le livre des hyper-zoulous que les touristes occidentaux vont observer en Afrique du Sud. Des zoulous qui ne sont plus du tout zoulous, comme on l'imagine qu'on devrait être zoulous, nous, en tant qu'occidentaux modernes, mais qui sont obligés de faire les zoulous, c'est-à-dire les zoulous plus que zoulous, parce que sinon ça ne correspond pas au désir d'expérience. Ils sont vachement déçus si le type il se met ce qu'il met d'habitude, c'est-à-dire un simple t-shirt ou en costume cravate ou normal, c'est-à-dire s'il est habillé comme un cadre dynamique européen, ou alors il a un t-shirt avec Coca-Cola, d'un seul coup, ça ne le fait pas, si vous voulez. Donc il faut que le Zoulou devienne un hyper-Zoulou, qu'il se produise, au sens théâtral du terme, sur la scène du monde, pour pouvoir correspondre à ce désir d'expérience de celui qui vient au loin, en réalité, se retrouver lui, se retrouver lui-même. Je ne sais pas combien de temps j'ai, parce que c'est pour que je puisse gérer cette histoire. Je vous saute. Comment? Encore une bonne heure? Je ne crois pas. Pas mal aussi. Ce serait pas mal qu'il y ait des questions aussi. Pas mal qu'il y ait des questions aussi. Parce que sinon c'est assez long, parce que je suis passé très vite sur le romantisme, là je suis passé sur la nature philosophique, comment la philosophie de la nature s'est constituée, après a donné naissance au mouvement écologique, les débats entre les premiers parcs naturels aux États-Unis, conservationnisme contre préservationnisme, la notion de trace, qui a donné ensuite le rapport à la traçabilité actuelle, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des traces humaines, et pourquoi est-ce que la trace humaine devient quelque chose de négatif, etc. etc., etc. Donc je passe tous ces trucs-là, ce qui vous incite à lire ce livre. Donc je passe sur tout ça, parce que je voudrais en arriver quand même progressivement à l'entreprise. Pour dire, pourquoi est-ce que j'ai employé le mot post-industriel? Vous avez entendu, j'ai dit société, on est dans une société post-industrielle. Alors que je récuse l'expression de post-moderne. Je faisais une conférence à midi dans le fief de Michel Maffezoli, chante par excellence de la postmodernité. Bon, je me suis abstenu de dire ce que je vais vous dire maintenant. Même si dans le livre, la dernière partie, la conclusion, c'est l'illusion postmoderne. Et dedans, il y a un petit paragraphe disant la postmodernité, ça n'existe pas. J'emploie post-industriel parce qu'effectivement, nous sommes dans une phase où cet individu-globalisme, cette nouvelle tension désirante, elle a fini par dévaloriser le rapport classique que nous avons au travail, que nous avons au labeur. C'est-à-dire, au sens de industrie, l'industriosité, le fait d'être industrieux, quand on dit que quelqu'un est industrieux. Ça ne veut pas dire qu'elle a dévalorisé notre rapport à la production, qui est bien différent, au contraire. Parce que la production, c'est poiein, ça veut dire produire et c'est la créativité. Et en même temps, ça veut dire justement que ce soit le plus rentable possible, le plus efficace possible, le plus créatif, le plus rentable, le plus efficace. Qui n'est pas pareil que le labeur, qui est relatif, lui, au travail. Le travail, c'est la torture, c'est-à-dire d'être obligé de travailler pour vivre sans faire quelque chose qui produit, au sens de poiein. Et cette conception, ce rapport au travail, il a été littéralement transformé pendant ces 2 derniers siècles. Au point qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, où je parle vraiment d'économie, on nous dit « Ah, il y a un problème de chômage ». Je ne crois pas du tout.
il y a un problème de ciblage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle hiérarchisation des désirs, des nouvelles priorités qui font que personne ne veut travailler dans le bâtiment. Je donne un exemple. Pas personne. Mais ceux qui restent, ils travaillent dans le bâtiment. Et ils peuvent gagner plus que quelqu'un qui serait mon assistant à l'université. Et par contre, ils préfèrent être mon assistant à l'université. Pourquoi ils préfèrent? Si. Parce que tout ce qui a forte teneur individu global, donc une des versions de l'individu globalisme, une des thématiques, on verra ensuite les thématiques détaillées, c'est la créativité, la création de soi, etc., ce rapport à Poyet. Eh bien, tous les métiers qui vont être des métiers, des professions, pas des travails, des professions. Profession, c'est bien ou profession, c'est comme la profession de foi, c'est la vocation. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ça. Tout le monde va se précipiter. Vous l'observez dans tous les domaines. Vous regardez par exemple en droit, même quelque chose qui a l'air très... J'avais fait une enquête là-dessus sur les facs de droit. Qu'est-ce que veulent faire les gens? Ils vont en droit international. Et quand ils vont en droit international, là, ils veulent travailler dans l'humanitaire. Le nombre d'étudiants qui veulent travailler dans l'humanitaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas gagner d'argent. Ça veut dire qu'ils veulent gagner de l'argent, mais en même temps, ils ont un désir qui est encore plus fort. Il y a un sol qui est en train de se constituer. Ils sont prêts à sacrifier même à un certain niveau l'argent qu'ils gagnent. Et lorsqu'ils n'y arrivent pas, lorsqu'ils font droit des affaires, tristement, mais qu'ils le font quand même, alors il faut qu'ils s'engagent pour des grandes causes, même dans le monde des affaires. Dans le développement durable, dans le monde des affaires. C'est-à-dire qu'on a l'ensemble des critères, même d'évaluation du bien et du mal, des critères qui vont de soi, qui se sont entièrement transformés pendant 2 siècles. Et encore plus rapidement pendant les, disons, 20, 30 dernières années. Pendant les 20, 30 dernières années. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Parce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire contre ça. Quand c'est le sol mythique qui est en train de changer, c'est pas avec des fictions juridiques qu'on va faire quelque chose. Parce que la fiction juridique, elle ne fait que se superposer. C'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne un jour. Elle est intéressante, moi je suis d'accord. Je fonctionne sur la fiction puisque je fais de la théorie. Mais je sais bien que ma théorie n'a de valeur et ne peut être soutenue que si elle repose sur un sol mythique qui lui est indéniable, n'est pas réfléchi. Vraiment pas réfléchi. Exemple, le greenwashing. Comment? Exemple, le greenwashing. Qu'est-ce que c'est que ça? Greenwashing. Greenwashing, ben, c'est des arguments de communication. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Pour faire illusion sur la volonté réelle d'être écologique. Non, bien sûr, greenwashing, bien sûr, oui, bah, tout à fait, bien sûr, non mais exactement. C'est-à-dire que même lorsqu'on ne peut pas s'offrir, par ailleurs, par exemple de la nourriture bio, comme le bio c'est devenu le critère du bien, pas seulement le critère du bon, mais le critère du bien, qui est épidermiquement bien, c'est-à-dire sans qu'on le discute, on sait que c'est ça, vous voulez. Même ceux qui ne peuvent pas s'offrir du bio et qui vont à ED, European Discount, eh bien, ils vont acheter des produits qui seront emballés comme si c'était quand même plus bio, plus naturel. C'est-à-dire l'ensemble du packaging va changer relativement à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une dégradation de la couleur centrale qui va être la couleur du bleu, une dégradation au sens chromatique du terme, c'est-à-dire des dégradés, comme dans un tableau, ce sont des dégradés. En même temps, c'est une dégradation parce que ça n'est pas vraiment, mais ce sont des dégradés au sens chromatique, au sens pictural, si vous voulez. Parce que le tableau central, il est de cette couleur-là, de toute façon, qu'on le veuille ou non, et on n'éprouve même pas un sentiment esthétique du bon si cette couleur centrale n'y est pas. C'est ça qui est important. Donc c'est pour ça que c'est avant tout une esthétique. L'esthétique, comme disait Nietzsche, c'est superficiel par profondeur. Eh oui, l'esthétique c'est ce qu'il y a de plus profond puisque c'est l'adhérence immédiate. C'est l'adhérence immédiate, l'esthétique c'est le désir. Puisqu'on parle du désir sexuel, c'est l'esthétique qui provoque le désir. Après, évidemment, on va aller expliquer que c'est parce qu'elle a une conversation extrêmement intéressante, que, etc. Alors ça se superpose, parce qu'après, il y a le niveau d'adhésion. C'est sûr que si tous les soirs, chaque fois qu'on discute avec elle, on se dit, mais... bon, c'est difficile. Tant pis aussi. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est le niveau d'adhérence, c'est-à-dire c'est l'esthétique, qui compte avant tout. C'est tac. Et sinon, il n'y a rien qui marche, sinon ça ne marche pas. Donc, on se trouve dans une situation, d'ailleurs, où
On n'a pas abandonné la religiosité. Mais la religiosité s'est reconstituée par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle tension, y compris avec ce que Kant appelle un objet suprasensible, c'est-à-dire quelque chose que nous visons, mais qui n'est pas dans notre sensibilité, c'est-à-dire, c'était au Moyen-Âge Dieu. Nous le visons parce qu'il détermine nos actions. C'est vraiment un sol d'adhérence, au sens où on a le sentiment qu'il nous regarde, si vous voulez. On a le sentiment qu'il y a une présence, c'est intéressant, ce que disent les mystiques, cette espèce de présence qui est physique. C'est pas quelque chose qui est... Après, on peut faire de la théologie, mais c'est physique. À partir du moment où c'est plus physique, on peut faire toutes les théologies de la planète, du monde, ça ne change plus rien. Eh bien, dans l'individu-globalisme, il y a une nouvelle présence de l'absence, si vous voulez. Il y a une nouvelle forme de transcendance qui va s'intérioriser. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie. Ondulatoire. Mais qui existait déjà. Qui existait déjà dès le 19e siècle. Avec ce qu'on appelait le magnétisme animal, qui a impressionné Hegel lui-même. L'idée que les corps vivants ont une énergie, un magnétisme qui manifeste leur vie au-delà de la simple composition matérielle, quelque chose de plus profond, un principe vital, on appelle ça aussi le vitalisme, qui a donné naissance à une multitude de courants que j'évoque, j'essaie de montrer dans le livre, une multitude de courants qui existaient. Il y avait les psychofluidistes, ils disaient que c'était psychique, c'est la psyché, c'était l'âme, qui elle-même irradiée en quelque sorte. Puis d'autres courants qui étaient le courant spirit, qui a fait partie de ça. Et puis le courant mesmérien, avec l'hypnose qui était interprété comme ça, en termes de fluide, etc. Et au milieu de tout ça, le nouveau rapport au yoga, à l'Orient, tout le temps interprété en termes d'énergie, alors que l'Occident aurait aboli l'énergie, ou sauf dans certaines traditions qu'on serait allé rechercher. Donc on a tout cela qui est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'on passe de la conscience, que j'appelle cosmique, à une conscience océanique. Quelle différence entre le cosmique et l'océanique? Je fais exprès d'employer le mot cosmique, parce que cosmique, c'est cosmos, c'est la même, la traduction en latin du grec, cosmos, c'est monde, mundus. Cosmos, c'est ce qu'a fait aussi cosmétique, c'est l'ordre de la chevelure, c'est-à-dire c'est la perfection, c'est la limitation, c'est ce qui a des frontières, c'est ce qui est parfait. La métaphore de la transcendance dans un monde mythiquement cosmique, la transcendance par excellence est un espace qui ne bouge pas, qui est immuable. On le trouve chez Platon. C'est l'espace immuable. C'est quelque chose qui est immuable. La perfection, c'est ce qui est immuable, qui ne bouge pas. C'est ça le monde cosmique. Ce qui ne bouge pas, ce qui est rassurant, ce qui est limité, c'est une représentation du monde comme des parties discrètes, c'est-à-dire limitées, autonomes les unes par rapport aux autres. Dans le monde cosmique, c'est autre chose qui est en train de se mettre en place. C'est le débordement, comme les vagues qui débordent à l'horizon. C'est pour ça que je parle océanique, dans le monde océanique. C'est ce débordement par vagues. C'est un monde ondulatoire, non plus les particules discrètes, mais ondulatoire, qui suit l'évolution des sciences. Avec une représentation qui est de plus en plus ondulatoire, où l'ondulation, ça devient le bien. L'onde, ça devient bien la particule. C'est un peu trop particulier, un peu trop limité. Mais heureusement, on sait que le réel est ondulatoire. On ne sait rien. Mais c'est ondulatoire. Et l'ondulatoire, c'est l'énergie. L'énergie, c'est ce qui permet de la connexion, donc la connectivité, l'obsession de la connectivité actuelle. Et c'est ce qui permet de faire passer donc cette énergie, qui est à la fois suffisamment intrinsèquement traversante pour manifester notre individualité, mais en même temps qui peut se répandre dans le cosmos à l'infini. C'est vraiment l'infini. C'est ce qui n'est pas fini, justement. L'ondulatoire, le vague, le flou. Le flou, c'est là quand on ne voit pas avec précision les frontières. Et on ne veut pas voir avec précision les frontières. D'ailleurs, même dans l'évolution des mathématiques, on observe ça. Le philosophe français Alain Badiou l'observe très bien, où il dit, on voit bien qu'on est passé d'une valorisation, ce qui faisait l'origine des mathématiques, c'est-à-dire la précision, l'idée, même chez Pythagore, qu'il y a une structure du monde qui est archi précise, et c'est ça qui nous rassure, comme si, en deçà de ce monde qui a l'air multiple, chaotique, eh bien, il doit y avoir une structure mathématique précise, géométrique. Platon qui nous dit que nul d'entre ici, s'il n'est géomètre, c'est-à-dire s'il n'est mathématicien, dans ce sens-là. Et progressivement,
on va valoriser en mathématiques les probabilités, c'est-à-dire le flou. On va même aller mieux, on va même aller plus loin. Les probabilités qui, au départ, étaient la manifestation d'un manque, c'est-à-dire de notre incapacité à connaître plus, c'est-à-dire qu'on utilise les probabilités parce qu'on n'est pas encore capable d'aller plus loin, mais un jour, on aura sûrement la formule plus précise. Mais le monde, le paradigme scientifique va lui-même se renverser, on va dire, c'est le monde lui-même qui est probabiliste, sa vérité est probabiliste. Donc au fond, on est plus vrai quand on reste dans le probabilisme. Si on est dans la certitude, de l'exactitude, c'est là où on doit être dans le faux. C'est là où on doit s'être trompé parce qu'on a arrêté le réel. Donc la métaphore par excellence du mythe océanique par rapport au mythe cosmique, la métaphore par excellence, qu'est-ce que c'est? C'est le temps. C'est-à-dire le débordement de l'horizon spatial. Et le temps, qu'est-ce qu'il suppose? Il suppose le progrès, le fait que je fasse des progrès. Le fait que je fasse des progrès, la société fait des progrès, mais je fais aussi des progrès individuellement. Et j'utilise même autrui pour faire des progrès, pour progresser, pour me construire. Je fais des expériences qui sont sans cesse des expériences positives. Je vais dire autre chose que j'ai oublié au moment où sur ce rapport au temps et au voyage. Mais disons que on a le sentiment au premier abord que tous ces éléments sont détachés les uns les autres, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Au fond, ce qu'on appelle la modernité, c'était déjà ce projet-là. Puisque modernité, ça veut dire mode d'existence multiple. C'est pour ça que ça entraîne forcément la mode, la modernité. C'est-à-dire qu'on peut choisir de façon fluide ce qu'on va devenir, ce qu'on est, changer tout le temps. C'est-à-dire c'est l'apologie du changement, l'apologie de la transformation de soi. Mais quand même stabilisée, parce que finalement, lorsque je me transforme, je me trouve moi-même. Donc j'ai l'air d'aller dans le divers, j'ai l'air d'aller picorer un peu partout, mais au fond je ne picore pas un peu partout puisque je cherche quelque chose. Je cherche quelque chose qui est déjà là. Donc cette apologie du changement, c'est ça la modernité. Mais la modernité, jusqu'à une époque récente, elle n'a pas été vécue. C'était ce que j'appelle dans le livre une modernité en puissance. Comme Aristote qui fait la distinction entre puissance et acte. Une modernité qui était en puissance au sens où, mais c'est bien, il y a des grandes déclarations juridiques modernes. Qu'est-ce que c'est que la modernité du point de vue juridique? C'est justement la déclaration selon laquelle on peut être ce qu'on veut être sans avoir été préalablement défini, sans que son statut ait été préalablement défini par sa famille, par sa tribu, par sa nation, par la religion de son roi, par tout ce que vous voulez. D'où la notion de performance. D'où la notion d'éducation qui vous donne votre statut a posteriori, en fonction de ce que vous avez choisi, de votre mode d'être. Le cursus, dans un monde non moderne, ne sert à rien, parce que vous êtes d'emblée le fils d'un tel, vous serez forgeron, vous serez ceci, vous serez cela. Il n'y a pas de cursus. Le cursus qui vous définit l'idée même d'école, c'est une invention moderne. Tout le monde dit que c'est Charlemagne. Et c'est faux. C'est une invention moderne. La notion, même, alors revenons sur l'étymologie, c'est une invention moderne qui sert, en réalité, l'école, à abolir le travail. Le principe de l'école, c'est d'abolir le travail. Le sens de l'école, c'est abolir le travail. Tout à fait. Scoler. Scoler, vous savez ce que ça veut dire? Le mot école, le mot lui-même, école, et c'est pas pour rien. Le mot scoler, ça veut dire loisir. Tout à fait. L'école, c'est fait pour pouvoir se donner une profession, même quand on parle, une profession libérale, mais une profession libérale au sens large du terme, parce que c'est-à-dire se donner une vocation par choix, et donc que ce soit loisible pour moi, de choisir. Donc l'école veut dire être très exactement loisir. Ce que je dis souvent à mes enfants, j'espère que vous ne travaillez pas à l'école. Parce que sinon, ça serait à l'encontre du principe même de ce qu'est l'école. Si vous travaillez à l'école, rien ne va plus, alors. Puisque c'est le contraire. C'est construire ça. Si en 1789, les révolutionnaires qui n'étaient pas des idiots,
vraiment qu'ils n'étaient pas des idiots, ont choisi ce mot de citoyen. Ce n'était pas pour rien. Qu'est-ce que c'est que le citoyen dans l'Antiquité grecque? Le citoyen dans l'Antiquité grecque, c'est un aristocrate. Dans l'Antiquité grecque, il y a un nombre de citoyens extrêmement faible. Ce sont des gens, les citoyens dans l'Antiquité grecque, c'est le groupe des individus, des personnes en l'occurrence, qui n'ont pas à travailler pour vivre. C'est ça qui définit un citoyen dans l'Antiquité grecque. Du coup, puisqu'ils n'ont pas à travailler pour vivre, ils peuvent s'occuper de politique. Et le politique, c'est ce qui distingue de l'ordre de l'économique, c'est-à-dire l'oikia, de la cuisine, parce qu'ils n'ont pas à travailler au niveau de la cuisine pour se nourrir. Donc, puisqu'ils n'ont pas à faire ça, ils peuvent s'occuper de la cité, de l'avenir de la cité, loisiblement. Mais pourquoi alors n'ont-ils pas choisi le mot aristocrate? Et parce que la différence qu'il y a entre le citoyen et l'aristocrate de l'Ancien Régime, c'est pas son opposition, c'est pas le rapport de quantité, parce qu'il n'y avait pas plus de citoyens que ce qu'il y avait d'aristocrates à l'époque, ce qu'il y avait au moment de la Révolution française. Et l'inégalité était aussi implacable. Les autres, c'était des métèques. Aristote lui-même, à un moment, était un métèque. Donc, qu'est-ce que c'est qui fait la différence? C'est qu'au moins, parmi les citoyens, une fois qu'on est citoyen, ce qui est être un aristoi, de l'élite, les meilleurs, eh bien, on est à égalité dans cet entre-nous des citoyens. Alors que chez les aristocrates, ils ne sont pas encore à égalité, c'est-à-dire qu'il y a le duc, il y a le marquis, le chevalier, le machin, le truc, etc., etc. Et quelle était l'idée de la citoyenneté universelle? C'était de faire des humains dans leur ensemble des aristocrates, c'est-à-dire l'élite, qui ne soient plus obligés de travailler. Qui ne soient plus obligés de travailler. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Mais un des processus qui a été entraîné par ce rêve d'un monde de liberté, c'est-à-dire libéré du servage, de l'effort obligatoire pour notre survie, un des processus qui a été engagé, sachant qu'on ne pouvait pas fonctionner, puisque c'est une citoyenneté universelle, on ne pouvait pas décider qu'il y avait les 2 tiers de la population qui étaient les esclaves des autres, c'est-à-dire qui payaient en quelque sorte de leur travail notre liberté. Quel était le moyen? Le moyen, c'est le processus d'industrialisation. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec Hannah Arendt, qui nous dit que l'homme moderne, c'est l'homme laborin. L'homo laborin, c'est-à-dire c'est l'homme qui travaille, c'est l'homo faber, celui qui fabrique, et il est obsédé par ça. On confond le moyen avec la fin. L'objectif de l'industrialisation dans la modernité, c'est progressivement, et c'est ce qui s'est produit, de rationaliser le travail à tel point qu'on va constituer une telle productivité, c'est l'obsession de la productivité, pas l'obsession du travail, une telle productivité qu'on va dégager de telles marges avec cette productivité que les hommes ne seront plus obligés de travailler, mais ils pourront pleinement œuvrer, c'est-à-dire pleinement piloter l'économie elle-même. D'où le mot même, qui est un mot paradoxal, d'économie politique. C'est-à-dire que l'économie elle-même est susceptible à un certain niveau, grâce au processus de l'industrialisation, de s'anoblir, c'est-à-dire de viser à autre chose que la simple survie, simplement l'ordre du ventre, mais ils peuvent devenir politiques, c'est pour ça qu'on parle d'économie politique, même du point de vue des matières enseignées à l'université. Elle peut devenir l'objet d'une réflexion, d'une stratégie, au sens propre, d'une politique. Une politique. Et participer à cette citoyenneté universelle. C'est ça le projet, c'est ça le grand projet de la modernité. C'est pour ça que moi je le dis souvent, et je sais qu'il faut le dire avec des pincettes, il n'y a rien de plus extraordinaire que le chômage. Le chômage n'est en rien un problème. Le chômage, c'est le programme. Si le programme avait échoué, il n'y aurait pas de chômage, tout le monde aurait du travail, entre guillemets. Le renversement de notre société actuelle, qui n'a pas encore compris dans quel mythe elle fonctionnait, c'est la fiction du travail. C'est la fiction du travail. On en arrive dans notre société à finir par valoriser le travail
Comme si le travail, c'était le produit lui-même. Dans le vocabulaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, on va vous parler de bassin d'emploi. Vous ne trouvez quand même pas? J'avais dit dans une émission sur France Culture que c'était quand même l'expression la plus conne du XXe siècle. Le bassin d'emploi. Comme si on a un bassin de richesse. C'est génial, les emplois qui fleurissent. Il faut cultiver les emplois. Je me souviens d'un député qui avait menacé, qui faisait une grève de la faim pour sauver les emplois comme on sauverait le soldat Ryan. Il menaçait de faire, il faisait une crise. Il n'y a rien à sauver. Pourquoi sauver l'emploi? Sauver la production. Et puis ensuite réfléchir à la production, c'est-à-dire à ce qu'on veut produire compte tenu de la situation de l'écosystème, compte tenu de la société dans laquelle on veut être, partager la richesse à un certain niveau, être ultra productif. C'est pas un gros mot du tout, au contraire. Au contraire. Mais aujourd'hui, on a construit une mystique fictionnelle de l'emploi, avec tout un vocabulaire, qui finit par reconstituer une forme d'aliénation, complètement, pour le coup, à contre-emploi. Où les gens se battent pour avoir un emploi. Se battent. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de problème d'emploi. Il y a un problème de visée aujourd'hui, parce que tout le monde veut faire la même chose. Il y a un problème de hiérarchisation des priorités. Et on retrouve d'ailleurs ça, très clairement, dans la nouvelle division existante entre les vacances et le travail. Entre les vacances et le travail. On voit bien que dans notre société, dans les sociétés pré-industrielles et les sociétés industrielles, dans notre phase d'industrialisation, le travail était valorisé. Pourquoi? Parce qu'on mettait en place les infrastructures industrielles nécessaires au dégagement de cette productivité qui est là pour nous libérer du travail. Mais depuis que cette productivité a été dégagée et a constitué une société qui a proprement devenu une post-industrielle, les gens ont d'autres désirs, on le voit bien. C'est-à-dire que combien de fois vous allez entendre des patrons qui vont dire « je vais les faire travailler quand même. On ne peut plus rien faire avec ce personnel. » Mais non. En tout cas, on ne peut plus le faire de la même manière que jadis. C'est plus possible. Même le rapport aux 35 heures, c'est quelque chose de ridicule. Moi, je vous dis tout net. Je suis pour l'abolition totale des 35 heures et la transformation complète, même l'abolition du Code du travail. Complète. Qui n'a aucun sens aujourd'hui dans notre société. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire travailler les gens plus, au contraire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des régulations, au contraire. Ça veut seulement dire que le Code du travail, il a été fait dans une situation de mise en place des infrastructures industrielles, lorsque, quand on mettait en place ces infrastructures, on était obligé de limiter le temps de travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait une stabilité de l'espace-temps industriel. Ça veut dire que les gens pointaient de telle heure à telle heure. Ils venaient de telle heure à telle heure. Aujourd'hui, il y a une dissolution du rapport à l'espace de travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent produire plus en restant chez eux, en allant là, en bougeant, en allant dans l'usine, en n'y allant pas. Alors il y a encore des professions où l'espace du travail compte, mais il y a des professions qui sont complètement déterritorialisées, plus de territorialité physique. Ça ne veut pas dire que les gens ne produisent pas. De la même manière, avec le droit du travail actuel, on n'arrive pas à fluidifier l'économie parce que l'économie étant une économie de plus en plus mobile, parce que dans ce rapport individu global, les gens vont d'une esthétique à l'autre, ce qui n'est pas horrible, ils vont d'une esthétique à l'autre parce que ça fait partie du processus. Du coup, les forces productives doivent s'adapter à ces désirs, donc ils doivent s'adapter vite. Et si elles doivent s'adapter vite, comment font-elles si elles sont obligées d'entretenir le même nombre d'employés de façon constante? Donc il faut qu'il puisse y avoir des variations en permanence. C'est-à-dire que jadis, on construisait une carrière uniforme. Mais rien ne dit que la solution actuelle, ce n'est pas de travailler peut-être 2 jours par semaine à ceci, 1 jour par semaine à cela, et le mois prochain encore à autre chose, et l'année prochaine encore à autre chose. Et ça supposerait de changer complètement de mentalité. Complètement de rapport éthique. Parce que ça supposerait de sortir du rapport à le progrès social, c'est la limitation du temps de travail. Le progrès social, ce n'est pas la limitation du temps de travail, puisque le travail n'existe plus tel qu'il existait avant. Donc lorsque le travail était une véritable aliénation au sens du labeur, c'est pour ça qu'en anglais on a 2 mots d'ailleurs, work et labor. En français on l'a aussi, mais en sens inverse. On dit travail pour
Alors qu'à côté de ça, on va dire œuvrer pour dire work, alors que les anglo-saxons disent œuvrer en général pour dire travail, donc ça mélange un peu les cartes. Mais en réalité, il y a des sociétés qui sont plus avancées parce qu'elles sont plus avancées dans la culture post-industrielle, d'une nouvelle forme de productivité, qui soit à la fois purement financière, mais en même temps une productivité qui se situe aussi à un autre niveau, sont les sociétés scandinaves. Qu'est-ce qu'elles font, les sociétés scandinaves? Qu'est-ce qu'elles sont en train d'envisager? Les entreprises fonctionnent très bien en Norvège. Elles envisagent non plus un système de sécurité sociale, mais un système de sécurisation sociale. Ça veut dire qu'il est normal, ce n'est pas anormal d'être au chômage. C'est-à-dire qu'on s'oriente progressivement vers une sorte de revenu universel qui fait que, grâce à ce revenu universel, on ne risque pas de s'effondrer dans le vide lorsqu'on ne travaille pas, puisque le fait de ne pas travailler sert la productivité de l'économie. Et le fait que, justement, bon, je vais vouloir faire quelque chose aujourd'hui, et puis demain je vais devoir faire autre chose, et en même temps, l'entreprise, elle peut se passer d'un employé et le reprendre la semaine prochaine sans aucun problème, parce qu'il y a cette sécurisation sociale générale, où chacun peut jouer sa vie, peut vouloir transformer sa vie et faire ce que nous faisons aujourd'hui dans le monde culturel en général, c'est-à-dire picorer, mais pour l'instant, qui n'est pas encore appliqué dans le monde, je n'ose pas dire laborieux, dans le monde de la production, alors que ça ne peut qu'être ça. On ne peut pas avoir d'un côté le monde de la culture où on picore, le monde du religieux où on picore, le monde du sport où on passe, et en même temps, le monde du travail où on est obligé d'avoir une stabilisation artificielle qui ne correspond plus au mythe dominant, ou plus au désir dominant. C'est impossible, c'est-à-dire qu'il faut réinventer quelque chose à ce niveau-là. Et j'en tiens pour preuve, justement, quand je vous parlais de cette différence entre vacances et travail, aujourd'hui vous avez soit des gens qui ne partent jamais en vacances, parce qu'ils sont toujours en vacances, parce qu'ils font un travail qui les épanouit, c'est-à-dire parce qu'ils font un travail à forte teneur de créativité, et la compétition est rude pour se trouver dans cette situation-là. Soit ils se trouvent dans une situation où ils vont être payés très cher, par exemple ils sont cadres supérieurs dans une entreprise, ils peuvent être payés très cher, mais en même temps, ils ne supportent plus d'être cadres même supérieurs dans cette entreprise, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne s'épanouissent pas. À ce moment-là, l'entreprise invente toute une série de processus. À l'intérieur, c'est ça la nouvelle religiosité de l'entreprise, au sens propre. Toute une série de processus pour leur donner le sentiment qu'ils jouent leur vie. C'est intéressant. Jusqu'à leur faire des stages de chamanisme, de développement personnel, de saut en élastique, enfin leur faire en vivre toute une série d'expériences qui compensent le manque d'expérience d'une entreprise qui fonctionne encore sous le mode industriel et pas sur le mode post-industriel. Alors que l'ensemble de la société, en termes de désir, est déjà littéralement immergé par ce fonctionnement post-industriel. Et ceux qui n'arrivent pas à s'épanouir dans leur travail, eh bien ils sont en train de changer la structure même du repos, c'est-à-dire la structure même des vacances. Je disais que ceux qui faisaient un travail qui les épanouit ne sont jamais en vacances, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire vacances? Vacances, c'est l'opposé, enfin c'est l'opposé dialectique nécessaire du travail. Parce que vacances, ça veut dire vide, c'est vacuité. C'est ça ce que veut dire vacances. Vacances, c'est un moment de récupération en vue de pouvoir retourner au travail. Donc les vacances, c'est une plage horaire dans le temps de travail qui finit par devenir une plage de sable à travers les grandes vacances au cœur du monde industriel dans la période des 30 Glorieuses. Mais qu'est-ce qu'on observe depuis les années 90 ? Souci de soi, conscience du monde. Ce qu'on observe depuis les années 90, c'est que progressivement, les gens ne partent plus en vacances, c'est-à-dire ceux qui ne s'épanouissent pas justement dans leur travail. Ils vont jouer leur vie pleinement en remplissant leurs vacances, ce qui fait que ce ne sont plus des vacances. Ils font des stages. C'est-à-dire que même lorsqu'ils vont se reposer à Quiberon, ils vont faire un stage de Tai Chi Chuan. Ils vont faire des stages, ils vont faire du tourisme, c'est-à-dire
le tourisme d'ailleurs au départ qui était faire le grand tour à la Renaissance, c'est-à-dire faire le tour de l'Europe pour avoir l'expérience des différents artistes. Les artistes faisaient le grand tour en Europe. Aujourd'hui on emploie le mot tourisme, parce que le mot tourisme c'est effectivement faire des expériences dans la diversité du monde, qui peut être du tourisme culturel, du tourisme d'aventure, où on va au bout de soi-même et du monde, du tourisme humanitaire. On va aider des individus dans le tiers-monde à vivre. Mais en même temps, on s'épanouit parce que qu'est-ce qu'on s'emmerde dans une entreprise quand on n'est pas en train de faire ça? On n'a pas pu réussir à travailler dans l'humanitaire. C'est pas grave, on va faire du tourisme humanitaire. On n'a pas réussi à devenir archéologue à la Indiana Jones. C'est pas grave, on va faire du tourisme culturel. On n'a pas réussi. Et du coup, progressivement, le tourisme, les niches touristiques, vont être des vases de décompression de toute la frustration de cette population qui vit encore au rythme industriel alors qu'elle a des aspirations post-industrielles. Elle a des aspirations épanouissement. Et vous avez toute la structure dans le rapport tourisme, profession, qui se modifie. Et les politiques, bien sûr, s'en foutent. C'est-à-dire que ça ne préoccupe absolument pas, alors que c'est là-dessus qu'il faudrait jouer. Mais comme toujours, c'est les individus qui sont bien avant les politiques et qui réagissent. Les entreprises même réagissent bien avant. Les entreprises aujourd'hui réagissent à ce niveau-là. Sont dans un certain rapport au développement durable, à toutes ces choses. Alors je vous disais que le mythe, je vais peut-être en terminer par là, parce que sinon on en aurait pour des heures et des heures, mais que le mythe, c'était un sol, donc un sol sur lequel on joue notre vie. Donc comme une pièce de théâtre, mais pas au sens négatif du terme, c'est une pièce qu'on joue parce qu'on sait qu'on a un rôle. Donc on raconte une histoire, on raconte quelque chose de notre vie, quelque chose de noble, quelque chose de désirable. N'est noble que ce qui est désirable, en réalité. Donc l'individualisme, c'est ce sol-là. Mais comme dans toute pièce de théâtre, pour jouer notre vie, il faut des décors et il faut des thèmes de récit possibles. Il y a 3 grands thèmes qui se retrouvent tout le temps. Il y a 3 grands décors qui se retrouvent tout le temps. Il y a le décor, en termes de décor, dans lequel on joue cette histoire. Il y a le décor que j'appelle hyper-naturel. J'emploie le préfixe hyper parce que hyper, ça veut dire au-dessus d'eux en grec. Et finalement, hyper a fini par dire, quand on dit « Ah, c'est hyper bien », ça veut dire c'est plus que... C'est la conscience océanique, c'est-à-dire du débordement. C'est bien parce que ça déborde. C'est au-delà de ce que ça a l'air d'être. Je dis à un moment dans le livre, ça finit par être une qualité positive d'être trop. Seulement trop, ça suffit. C'est vraiment trop. C'est pas pour rien, c'est typiquement conscience océanique, c'est-à-dire c'est seulement l'idée que c'est trop, c'est hyper, en soi, sans même avoir à ajouter un sens qui compléterait la chose. Donc, une hyper-nature, une nature qui soit plus que naturelle, qui n'est plus vraiment naturelle. On voit bien qu'aujourd'hui, la nature est hyper-naturelle. C'est-à-dire que la nature, quand on parle de la nature, on passe à autre chose que simplement notre environnement naturel. On pense à une forme de connexion, d'interdépendance, d'énergie, de biodiversité, enfin d'authenticité. Je vous passe tous les termes à forte connotation religieuse. Et puis on a une hyper-tradition, c'est-à-dire que les traditions vont pouvoir être des bonnes traditions si elles renvoient à une hyper-nature, à quelque chose de premier, à quelque chose de non dévoyé, quelque chose qui est plus que cette tradition, à une origine qui serait en même temps originale, ce qui est pourtant contradictoire en réalité. Puisque l'originalité, c'est se distinguer actuellement, l'origine, c'est remonter au passé. Mais là, c'est l'origine, au sens d'origine, qui devient originalité. Donc hyper-tradition, et puis l'hyper-science. La science elle-même, pour être légitime, va devoir prouver qu'elle est ondulatoire, énergétique, probabiliste. Et il va y avoir même dans les nouveaux mouvements religieux, ce que je montre, un vocabulaire océanique, scientifique, dans les nouveaux mouvements religieux. La scientologie, c'est pas pour rien si on parle de scientologie. Mais ça, c'est l'hyperscience. Mais l'hyperscience, elle n'est justifiée et légitime que si elle est hyper naturelle. Donc il y a une sorte, ces décors sont sans cesse posés. Aujourd'hui, la légitimité de l'entreprise, ne vous y trompons pas, une entreprise n'est légitime, en termes même de désir individuel à l'intérieur même de l'entreprise, mais aussi dans l'image même qu'ont les consommateurs, que si elle réunit ces 3 dimensions. Vous l'avez dans la publicité. Dans la publicité, il faut que ce soit sur une crème, par exemple, prenons une crème. La crème idéale, c'est celle qui remonte à des recettes venant d'Amazonie, hyper tradition.
Mais en même temps, parce que c'est hyper naturel. Mais de toute façon, ça a été contrôlé technologiquement, l'hyperscience. Et là, du coup, vous avez la crème parfaite qui va faire que vous viennent avec la vie. Vous avez toutes les entreprises aujourd'hui sont prises littéralement dans ces trois décors. Regardez ce qui fait le succès de Danone. Ce qui fait le succès de Danone, c'est ça. Ce qui fait le succès de Danone, c'est ça. C'est l'articulation des trois niveaux. L'articulation parfaite des trois niveaux. Ensuite, on a les trois musiques ou les trois thèmes, que j'appelle le thème gnosique, le thème créatif et le thème du bien-être. Lorsque le thème, toutes ces trois, en quelque sorte, ces trois thèmes sont toujours joués, de toute façon, toujours joués en permanence. Et ils sont toujours joués en termes individuaux global, c'est-à-dire que c'est, par exemple, le bien-être, mon bien-être individuel, mais si je me sens bien individuellement, en même temps, ça va faire que la nature dans son ensemble global va se sentir mieux aussi, ça va créer une sorte d'harmonie naturelle. Et en même temps, si je vais au loin, dans le global, et que je fais quelque chose pour le global, ça sera bon aussi pour ma santé individuelle. Pareil pour la créativité, pareil pour la connaissance. Mais lorsque la connaissance, le gnosique, j'emploie exprès, j'emploie pas le mot gnostique, parce que justement, le gnosticisme, c'était pas pareil du tout, même si les gnosiques actuels font comme si ils se situaient dans un décor hyper traditionnel, comme si on revenait à une connaissance mystique qui aurait existé jadis. Mais en fait, c'est une pure construction qui, justement, nous place cette espèce de nouveau décor. Donc, lorsque c'est d'abord gnosique, eh bien, on a affaire à des mouvements religieux, aujourd'hui, effectivement. C'est quand le religieux est premier. Mais néanmoins, c'est un religieux qui doit tout le temps jouer sa partition avec le bien-être et avec la créativité. Sinon, ça ne marche pas. Exemple, vous allez entrer dans pratiquement tous les nouveaux mouvements religieux que j'ai étudiés, qui sont a priori, oui, je vais connaître quelque chose de mystérieux, c'est l'idée du religieux, l'idée de connaître quelque chose qui n'est pas d'emblée donné, mais avoir une connaissance intuitive, mystique, mystérieuse. Et là, ce qui valide que j'ai cette connaissance, par exemple quand je fais de la méditation, alors que ce n'était pas du tout ça dans la méditation classique bouddhiste, ben c'est que finalement ça me met en bonne santé aussi. Et ça optimise ma créativité. Si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que ce n'est pas de la vraie méditation. Ce qui est faux, puisque la méditation, ce n'est pas forcément, c'est pas du tout même pour être en bonne santé, de façon classique. Ça, c'est ce cercle-là. Et puis après, vous avez un cercle qui est plus un cercle, comment dire, qui peut être spiritualiste, par exemple les magasins bio, où vous êtes dans une forme de consommation qui a priori n'est pas religieuse, pas spirituelle, mais où vous avez plein de publicités pour pouvoir glisser très facilement vers le niveau gnosique, des cours de yoga, de ceci, où vous allez aller plus loin, si vous voulez. Et ça veut dire que vous allez avoir non plus en premier le niveau gnosique, mais soit la créativité, soit le bien-être, mais juste derrière, vous avez le niveau gnosique. Vous êtes encore entre les deux. Juste derrière, vous avez l'idée de la connaissance de soi, et puis vous pouvez aller plus loin. Vous allez la voir dans le domaine du travail, de l'entreprise, avec le coaching. Le coaching, c'est le niveau, là par contre pas du bien-être, c'est le niveau de la créativité. Mais immédiatement derrière la créativité, la plupart des coachs, ils ont en même temps fait du yoga, ils ont en même temps fait ceci, ils ont en même temps étudié un certain nombre de choses, parfois ils ont même étudié les mystères de la sagesse Inca, Maya ou je ne sais quoi, ils vont vous inviter même à faire du yoga égyptien. Et ils vont vous aider à un certain niveau. C'est-à-dire qu'on va avoir ce niveau créativité, développement personnel, mais derrière, immédiatement, le niveau gnosique. Et enfin, vous avez le dernier niveau, c'est l'ensemble de la société, où là, c'est soit le niveau créativité qui est en premier, soit le niveau bien-être, et derrière, quand c'est le niveau bien-être, c'est encore le niveau créativité, et quand c'est le niveau créativité, c'est derrière, c'est le niveau bien-être, et le niveau gnosique, plus mystique, plus mystérieux, il n'apparaît qu'en troisième position. Mais il apparaît quand même, il existe quand même. Ce qui fait que même lorsque vous avez une pub pour aller à la montagne, au niveau du bien-être, faire du ski, etc., derrière vous allez avoir le niveau de la créativité, vous allez vous sentir bien, vous développer, etc. Mais au fond du fond, vous allez avoir une partie de la publicité pour vous inciter à aller faire du ski avec une jeune femme en demi-lotus en train de faire ça pour vous dire à quel point c'est bien d'aller à la montagne. Vous allez avoir ça, par exemple, je vous donne l'exemple, j'ai fait le récapitulatif avec les eaux d'Évian. Avec l'eau d'Évian.
Et donc l'ensemble de ces thèmes vont être sans cesse joués dans des ordres multiples et différents à l'intérieur de ces trois décors. Ils sont en train de transformer l'ensemble de la société, de transformer même ce qu'on entend par rentabilité. Si aujourd'hui on a des cabinets qui jugent qualitativement ce qu'est une entreprise sur un marché qualitatif qui n'est plus le marché quantitatif, avec des notes qualitatives, qui notent le développement durable, etc., etc., c'est parce que l'ensemble même de c'est toute cette structure imaginaire qui a été renversée. Sinon, ça ne fonctionnerait pas comme ça. Donc, puisqu'on me demandait d'être concret, je dirais qu'au fond, aujourd'hui, on a un décalage entre des structures politico-industrielles qui fonctionnent encore dans le mythe de l'industrie, de l'industrialisation, et qui ne comprennent pas qu'on pourrait atteindre un autre niveau inespéré de productivité, même de productivité économique, si on acceptait de changer l'ensemble du système et de le changer conformément à ce que l'écrasante majorité des gens croient déjà, à ce qui constitue déjà le tissu concret des désirs de la majorité des gens, parce que comme on dit, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Merci. Il faut aller dire ça à l'Assemblée nationale. Hein. L'Assemblée nationale, je crois que c'est vraiment le dernier endroit où ils peuvent entendre. Ah, ça passerait difficilement, évidemment. À l'Assemblée nationale... Il faudrait le dire quand même. À l'Assemblée nationale, une fois, j'avais été invité par Debray, qui est je ne sais pas quoi, président de l'Assemblée nationale, qui est médecin, qui est... Bernard Debray, voilà, c'est ça. Qui organise sans cesse des colloques, parce qu'il s'embête un peu. Et donc il organise un colloque sur les laïcités méditerranéennes. Donc il m'avait invité parce que observateur du religieux, les laïcités. Et j'en ai profité pour leur expliquer que contrairement à ce qu'ils imaginaient, dans les sociétés industrielles avancées, les enquêtes que nous avions faites sur le voile intégral étaient des enquêtes qui montraient que 98% des jeunes filles qui le portaient dans la logique de la créativité post-industrielle, c'est-à-dire pour être soi-même, etc. Alors, c'est horrible, elles ne montrent pas leur visage pour ça, etc. C'est comme me disait Madame Banater dans une émission, elle me dit, mais enfin, on ne peut pas désirer porter quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose comme ça. Mais la caractéristique des humains, c'est de désirer faire des choses difficiles, parfois parce qu'elles sont difficiles, c'est ce qu'on appelle l'ascétisme, pour se prouver qu'elles existent, etc., etc. Donc ce qui est important, c'était de savoir ce qui se passait. Et je leur ai dit, vous êtes quand même ridicule avec la loi que vous avez faite. Je ne parle même pas du point de vue du point de vue de la laïcité, etc. Je parle du point de vue de l'efficacité. Vous vouliez atteindre l'islamisme. Vous vouliez atteindre, c'est-à-dire la branche politique de l'islam. Mais ces jeunes femmes, en réalité, elles sont en train de littéralement plomber l'islamisme, les réseaux islamiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans une logique de développement personnel, pas du tout dans les réseaux en question. Alors, exagéré, comme un gothique peut le faire de façon exagérée, c'est une nouvelle forme de radicalisme à l'intérieur de l'islam, qui est complètement nouveau. Moi, je ne m'y attendais même pas lorsque j'ai fait l'enquête, puisqu'il opère en quelque sorte un décrochage entre la radicalité, qui pourrait être une radicalité individuelle, et l'islamisme, c'est-à-dire une radicalité qui s'applique au changement de la société. Là, non. Comme pourrait dire quelqu'un qui penserait qu'on est plus égoïste aujourd'hui que jadis, on dirait, c'est une forme de radicalité ultra-égoïste, ultra-narcissique, de se transformer soi-même. Et pas du tout vouloir... Alors oui, vouloir se distinguer aussi pour être original, etc., etc. Je leur ai dit ça. Donc je leur ai dit, si vous aviez été malin, et j'ai même rajouté, je crois que c'est enregistré, mais de notre côté, vous êtes député, on ne peut pas trop vous en demander. Donc si vous étiez... non, moi qui suis ardéchois, je sais comment ils sont élus, les députés. Il faut les jouer au boule. C'est la capacité à jouer au boule avec le commun des mortels qui fait que vous êtes élus. C'est pas parce qu'on a un projet extraordinaire pour l'Ardèche. Hein. Vraiment, ça serait. Si c'était parce qu'on a un projet extraordinaire en vue, ou une compétence particulière, bon, on ne se retrouverait pas avec un député de 22 ans qui est en deuxième année de droit, en ayant redoublé plein de fois. Vous voyez, ça ne serait pas le cas. Là, on ne se retrouverait pas dans des situations pareilles. Bon. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un système à abandonner, c'est un bon système de notre côté. Ce n'est pas le meilleur des systèmes, mais c'est peut-être pas le moins bon non plus. Donc en tout cas... C'est le moins mauvais. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent, c'est le moins mauvais.
En tout cas, je ne sais plus où j'en étais sur cette question. Voilà. Oui, je leur ai dit ça. Et je leur ai dit, si donc vous étiez malin, eh bien vous aurez voté une loi pour subventionner. Puisque votre objectif, c'était ça. Si votre objectif, c'était d'éliminer, et alors oui, ça aurait été inconstitutionnel de subventionner le port d'un habit. Mais de notre côté, ça ne vous a pas dérangé de faire une loi qui interdit aux gens de s'habiller comme ils le veulent, ce qui est tout aussi constitutionnel, anticonstitutionnel. Donc finalement, quitte à choisir l'efficacité, moi je suis toujours du côté de l'efficacité. Alors je leur ai dit, mais ça leur a pas plu, ça a fait rigoler Bernard Debré, il a appris en rigolant, je ne rigolais pas. Mais lui, il pensait que c'était une boutade. Je dis non, c'est pas une boutade, c'est réel. C'est réel. C'est la réalité. Après, qui est effectivement que ce soit un symbole de truc, tout ce que là, c'est autre chose. Ce qui est important, c'est de savoir ce que c'est là maintenant, dans l'immédiat. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais maintenant et demain aussi. Comment? Oui, on peut parler aussi de demain. On peut parler de demain aussi C'est là-dessus. des choses très concrètes, il y a toujours une évolution, etc. On ne la maîtrise pas, on peut voir ça. C'est sûr, il y a des évolutions qu'on ne maîtrise pas, mais je crois que plutôt que d'être dans une logique de précaution, c'est-à-dire d'interdire sans savoir même ce qui se passe, c'est ça la précaution, ça on peut le faire quand on estime qu'il y a un danger ontologique, c'est ça à ça que sert la précaution. La différence entre la prévention et la précaution, c'est ça. La différence entre la précaution et la prévention, c'est que dans la prévention, on se dit que on pourrait se trouver face à une situation en devenir difficile à gérer, du coup il faut prévenir, mais d'un autre côté on pourra toujours négocier dans le futur, alors que la précaution, ça veut dire que c'est le devenir lui-même qui est en jeu, donc on s'abstient de faire quoi que ce soit, parce que il y a un philosophe actuel, Jean-Pierre Dupuis, qui, pour montrer ça, il dit c'est pareil que quand on a un vase d'un côté rempli de la moitié de boue noire et la moitié de boue blanche, on sait qu'il y a la moitié de boue blanche et la moitié de boue noire, donc on sait que ce sont des probabilités simples, ce qu'on appelle des probabilités objectives, on est dans une logique de prévention, c'est qu'on va tirer soit une boule blanche, soit une boule noire. Quand on est dans une logique de précaution, on est dans des probabilités qu'on appelle en mathématiques subjectives, c'est-à-dire des probabilités de probabilité. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des probabilités sur le nombre de boules blanches et de boules noires qui sont dans le vase. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien il y a de boules noires et de boules blanches, et que peut-être il n'y a pas de boules blanches, il n'y a pas de boules noires, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le vase, donc ça peut être l'extinction totale. Donc ça veut dire que quand on prend des mesures de précaution, on estime qu'il y a un risque qui est ontologique. Donc ça veut donc dire que quand on a pris cette loi, on l'a prise par mesure de précaution, puisque en réalité on n'a aucune raison de penser en termes on n'a aucune raison, si vous voulez, de prendre une mesure d'interdiction totale anticonstitutionnelle si ce n'est pas pour sauver le devenir lui-même. Et moi je pense que oui, effectivement, on a pris une mesure de précaution parce qu'on pense que c'est notre devenir lui-même qui est en jeu. Et on a raison, et c'est pas à cause des filles en burqa. On a raison, c'est parce que aujourd'hui... Allez-y, monsieur. C'est un rapport culturel, monsieur. C'est un quoi? C'est un rapport culturel. Ça veut dire quoi? Par exemple, on est dans le choc des civilisations, et il y a beaucoup de gens qui n'admettent pas ce terme de civilisation. Moi en partie, entre autres, pour oui, pas mal de raisons. Mais quand écoute les gens simples dans la rue, partout, et qui sont dans les HLM ou pas d'autres, ils ont des termes qui sont bien différents. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent ces gens? Il y a aussi des subventions d'imams en effet, l'État ne subventionne pas, il n'y a pas eu cette idée de subventionner la burqa pour qu'elle s'efface. D'ailleurs, je n'ai pas bien compris. Vous dites qu'il y a des subventions d'imams. Lesquelles, où, quand, comment? Moi j'aime quand on est objectif. Par exemple, dans le 92, il y a des gens qui ont... Dans le 93? Dans le 92, non. Dans le 92, il y a une subvention. Voilà. Alors par qui, où, quand, comment, un exemple? Parce que chaque fois... Voilà, alors un voisin de quelqu'un que je connais, qui est musulman, et qui s'est fait apostropher par un autre voisin qui est musulman, qui lui a dit ta femme devrait porter le voile, au moins le voile, pas la burqa. Tu sais, au moins, elle aura 150 € par mois si elle le porte, parce qu'il y a tel imam. Moi, nous on a, je vais vous dire, monsieur. Je vais vous dire, monsieur. Non, mais moi je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis que pour le... Non, je vous donne... Non, attendez. Je ne dis même pas que c'est vrai ou faux. Je dis juste que ces mots apparaissent. Non, mais je... Ces mots apparaissent, c'est-à-dire qu'un conflit est latent et souterrain. Non. Attendez. C'est quoi un problème? Il faut... Oui. C'est pas... Vous avez parlé de conflit culturel, c'est pas un conflit culturel parce que les études et les choses ont montré que la majorité des femmes qui portaient justement le niqab et pas la burqa, parce que, attention sur les mots,
on appelle un chat un chat. Oui, bien sûr. C'est marrant Voilà. que c'est passé. Donc la majorité de ces femmes-là étaient françaises. La majorité sont des convertis. Mais je dis pas le Donc contraire. c'est pas un Je dis rapport pas le contraire, culturel. je dis l'incidence que peut avoir sur le reste de la population la vision d'une burqa. Ah non, mais attendez, ça c'est autre chose. Non, mais c'est pas autre Sur les chose, parce que ça va dans le Champs-Élysées, même sens. ça n'a pas d'incidence. Ça va dans le même Non sens. mais attendez. Parce que là, Mais non. tout le monde n'habite pas sur les Champs-Élysées. Non, mais ce qui serait bien, ça serait de serrer les problèmes. Parce que c'est comme ça qu'on dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi quand on parle. Attendez. Non, si. Une seconde, s'il vous plaît, monsieur. C'est que vous passez d'un côté de la contrainte, vous avez parlé de la contrainte, alors c'est un problème, on discute de la contrainte, si vous voulez. Comment est-ce qu'elle s'opère, si elle s'opère, dans quelle mesure elle s'opère, précisément. Et ensuite, vous avez dit, oui, mais ce que ça fait aux gens qui regardent, c'est encore un autre problème. Discutons de ce problème aussi, de la visibilité. Ah non, c'est pas pareil, parce que c'est comme ça. Par exemple, comme vous parlez de Madame Badinter, apparemment il y a des gens, parce que ça exècre, je veux dire, le symbole que ça représente. Madame Badinter, vous savez ce qu'elle m'a dit dans cette émission? C'était dans l'émission Mots Croisés. Elle me dit, mais est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Diogier, qu'une jeune femme en burqa chez le dentiste, l'autre jour j'étais chez le dentiste, ou je ne sais plus si c'était chez le dentiste, elle me dit, il y avait une jeune femme en burqa, j'étais avec mon petit-fils, eh bien ça lui a fait peur. Ben, je lui ai dit, écoutez madame, si votre fils a peur d'une burqa, dans une certaine mesure, dans une société libre, ce n'est pas mon problème parce que vous avez beaucoup d'enfants qui ont peur des Noirs lorsqu'ils ont été élevés dans une société où ils ne voient que des Blancs. Et c'est pas pour ça qu'il faut demander aux Noirs de ne plus aller chez le dentiste. C'est important. Oui, mais c'était pas mon propos. Mon propos, Ah, si. Non, vous avez mal compris mon propos. Si. Mon propos, non. Vous aviez dit, vous, qu'en effet, il faut aplanir les problèmes. En fait, je suis d'accord. Il faut avoir une vision différente et moins radicale sur les choses et voir les choses de manière concrète, ça je suis d'accord. Il ne faut pas fonctionner dans la fiction. Mon propos, c'est juste ne pas oublier qu'il y a beaucoup de gens, ça crée des réactions chez des gens, Ben oui. chez des gens de base. Bien sûr, c'est crée réactif. des réactions fortes et que tu peux pas. Je veux dire, si tout d'un coup ça met des gens mal à l'aise, il faut proposer une solution qui soit en attente avec leur niveau culturel, avec leur niveau. Je sais pas. Il y a des limites là-dedans, dans le fait que parce que les gens sont rendus mal à l'aise. Sortir peut-être Oui. J'entends dire pour sortir un petit peu de ce duel. Et quelque pas chose duel. quand même qui est quand même important, c'est revenir sur ce dont on parlait dès le début, qui est la théoria. Et justement, sur le fait de s'élever soi-même. Parce que depuis le début, on entend cette opposition, de certaine manière, entre le mythe et la fiction. Le mythe, c'est l'adhérence. L'adhérence, c'est des choses qui s'imposent à nous-mêmes. Donc, on parlait de culture il y a 2 minutes. Est-ce que s'élever en allant à l'école, en s'ouvrant sur le monde, les voyages, etc., c'est pas un moyen, justement, de lutter contre certaines formes d'intolérance, etc. C'est-à-dire, est-ce que trop croire dans le mythe et mettre de côté la fiction, il n'y a pas un danger quelque part? Et moi je crois que ça, justement c'est ça, c'est que ça s'articule, mais ça ne s'oppose pas, ça ne se superpose pas comme deux choses qui seraient comme des étages qui ne se toucheraient pas. C'est-à-dire que sans mythe, on ne peut pas constituer sa théoria, on ne peut pas constituer une réflexion saine. Parce que, pourquoi? Parce qu'on ne désire même pas apprendre. C'est-à-dire s'il n'y a même pas le mythe du savoir qui nous rend libre, qui est là le niveau mythique, et bien à ce moment-là, on ne fait même pas l'effort de construire ce savoir qui est le niveau théorique. C'est-à-dire qu'on ne fait même pas l'effort. On voit bien que, tiens, par rapport aux différences sociales, l'inégalité sociale, avant d'être une inégalité économique, j'allais dire, c'est même pas une inégalité culturelle, c'est une inégalité mythique. Ça veut dire qu'à partir du moment où, dans une famille, il y a une valorisation de la performance intellectuelle, donc où celui qui est performant intellectuellement, ça devient une sorte de mythe dans la famille, c'est-à-dire que c'est quelque chose de désirable, et bien forcément, l'enfant se donne plus les moyens, c'est-à-dire qu'il va plus désirer ce savoir, même à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de vivre sans mythe. Les scientifiques eux-mêmes, ils fonctionnent au niveau du mythe. Le mythe, c'est le niveau du désir. Et dans une certaine forme de rationalisation de la société, tout s'est passé comme si on pouvait s'abstenir de désir. Comme si les décisions que nous prenons devaient être des décisions fondées en raison, mais qui ne devaient pas être
perturbé par le désir, comme si le désir était forcément une perturbation de la raison. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que la raison s'articule forcément avec le désir, parce que sinon, elle est inopérante, proprement inopérante. Elle constitue ce que j'appelle, pas dans ce livre d'ailleurs, ce que j'appelle le schizo-humaniste ou le violeur de l'ombre. C'est-à-dire qu'un individu qui va fonctionner dans la fiction de l'homme, de l'humanité, du bien, de la tolérance, etc., etc., en pleine lumière, ça va très bien se passer, il trouvera ça extrêmement bien, extrêmement... ça valorise justement, justement sa personne, mais lorsqu'il est dans l'ombre, comme c'est pour lui c'est une fiction, c'est-à-dire c'est une manière de se valoriser, il sait qu'il faut qu'il dise que l'homme c'est bien, etc., etc. Lorsqu'il est dans l'ombre, au fond, ça ne l'intéresse plus, ça n'intéresse plus au sens de ses désirs. Ça veut dire qu'il va pouvoir être éthique au sens de la fiction qu'il construit, de la vision qu'il veut que les autres ont, et de lui, mais comme il n'y croit pas sur le fond, ça ne le dérangera pas, s'il pense que personne ne le voit, d'aller jeter des papiers par terre, tout écologiste qu'il est. Oui. C'est-à-dire que... Ce côté-là, ça renvoie presque à l'instinct. Alors je ne comprends pas, mais cet aspect, parce que ça sont des mots, chacun a son propre mythe. Oui, mais ce sont des noms. Chacun a son propre mythe, ça fait partie justement du mythe général du globalisme. C'est-à-dire que chacun a son propre mythe. Parce que chacun part à la découverte de lui-même, sauf qu'on part tous de la même manière, selon les mêmes thématiques, avec la même musique et dans les mêmes décors, mais des décors qui sont tellement articulés de manière variable les uns derrière les autres, qu'on a une apparence de diversité. C'est ce que j'appelle, moi, non pas la mobilité religieuse, mais la religion de la mobilité. C'est-à-dire que un des rituels fondamentaux, c'est de se déplacer pour être de plus en plus original et à son mythe personnel. Le syndrome de ça, c'est le succès du roman L'Alchimiste. Oui. Type qui part à la quête de son propre rêve, de son propre mythe, de son propre machin, etc. Mais aujourd'hui, on part tous à la quête de notre propre rêve, massivement, par milliards, par millions, encore, pas par milliards, mais par millions. Et du coup, c'est parce qu'il y a ce mythe-là qu'on le fait, ce voyage en question. Sinon il n'aurait pas d'intérêt. Alors, l'instinct, tout ça, ce sont des mots. Tout ça, ce sont des mots parce que l'instinct, qu'est-ce que c'est l'instinct? L'instinct, ça serait le niveau du désir qui serait plus relatif au côté organique. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'espèce elle-même, on n'a pas eu le temps de l'expliquer, mais je fais pas mal de ce qu'on appelle d'anthropologie philosophique. Qu'est-ce que c'est qui fait? Que l'espèce elle-même est constituée par son désir, même sa composition organique. C'est-à-dire qu'il y a une tension dans l'histoire même biologique. Je donne un exemple. C'est-à-dire que, pour reprendre une métaphore qui est utilisée par Whitehead, elle n'est pas si simple que ça, sur le moment. Mais Whitehead nous dit, ce n'est pas l'œil qui appréhende la lumière, c'est la lumière qui préhende l'œil. D'abord, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que l'œil lui-même se construit par le choc organique des ondes lumineuses qui tapent sur ce qui n'est au départ qu'un tissu conjonctif, qui petit à petit, ce tissu conjonctif va finir par, pour plusieurs générations, par réagir, et en réagissant, il va en quelque sorte coordonner sa réaction, et en coordonnant sa réaction, il va construire la possibilité même de la couleur, qui va construire la possibilité même d'agir dans l'espace. Ce qui fait que si je n'avais pas été en contact avec la lumière, tout simplement, je ne la verrais pas, puisqu'il n'y aurait même pas de raison organique que je la vois. Ce qui est dans le domaine, ça c'est il y a la version passive, où ça se fait comme si ça se faisait de l'extérieur, mais la version positive, pas passive, active de Whitehead, c'est de dire qu'en réalité, c'est l'espèce elle-même qui progressivement construit les conditions de sa vie, même sur des milliers de générations. Et donc ce qu'on appelle l'instinct, ce n'est que la résultante au niveau le plus organique de cette espèce de travail millénaire de l'espèce elle-même. Et moi ce que j'appelle le désir, c'est la résultante, c'est la partie plus culturelle, mais qui est directement souchée sur la partie organique, qui fait que je vais me décider à vivre comme ceci, vivre comme cela, vivre comme cela. Regardez, quand on essaie de définir ce qu'est l'homme, quand on dit tiens, on oppose la raison à l'instinct, même ça c'est ridicule. Quand on dit ah oui, tiens, la poésie ou l'art, ça c'est gratuit. N'importe quoi. Toutes les formes d'art au départ sont des formes qui sont fondées sur la séduction. La séduction, qu'est-ce que c'est? C'est l'instinct. C'est l'instinct de séduction, justement. Et donc l'art est fondé aussi sur la séduction.
En sens inverse, on dit qu'il y a des oiseaux qui peut-être chantent aussi gratuitement, donc ils seraient presque humains parce qu'ils chantent gratuitement. Rien n'est moins faux, ils chantent aussi pour séduire la femelle. C'est une sorte de surplus, mais un surplus qui n'est pas si surplus que ça. Lorsque vous, la musique même, c'était pour ensorceler. La danse, c'était un préalable à la relation sexuelle. Ça peut l'être toujours, hein, dans certains cas. C'est une façon de désinhiber, tous les blocages qui empêchent au rapport sexuel d'avoir lieu. C'est pour ça que d'ailleurs les endroits où on danse, c'est aussi les endroits où on boit, parce que ce sont les deux méthodes utilisées pour pouvoir glisser progressivement, faire glisser progressivement nos désirs pour les transformer en action. Donc, instinct, désir, moi ça ne me dérange pas. La seule chose, c'est qu'on est obligé d'employer des mots. Moi, c'est pour ça que je disais que l'individualisme, c'est une tension désirante. Une tension à l'intérieur de laquelle nous finissons par jouer, qui finit par devenir, alors pour employer un terme justement de désir, sexy, c'est sexy. Sexy, ça se traduit par une affiche qu'on va trouver belle parce que c'est individuel, on s'en rendra même pas compte. Et pourquoi fiction? J'ai employé le terme de fiction. La construction intellectuelle nous aide encore une fois à progresser, à aller vers les autres, bref, on apprend plein de choses, etc. Pourquoi le placer dans Alors, un ce que cadre j'appelle de la fiction, c'est quand je réfléchis et que je ne m'identifie pas suffisamment pour jouer un rôle sans le réfléchir. C'est ça que j'appelle la fiction. C'est-à-dire la fiction, c'est aussi ce que je sais ne pas être vrai, mais que je suis obligé d'entretenir justement comme une fiction, parce que sinon la vie en société ne serait pas possible, par exemple. Donc je suis obligé d'entretenir la fiction de l'homme. Parce que si je n'entretenais pas la fiction de l'homme et de la dignité humaine, eh bien on pourrait faire n'importe quoi en science et faire des manipulations génétiques, etc., etc. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que justement parce que l'homme est devenu une fiction et que même la dignité humaine c'est devenu une fiction qui n'a plus de contenu mythique, c'est pour ça qu'on est obligé de faire des lois bioéthiques alors que finalement tout le monde s'en fout, et que le médecin qui va être d'accord avec la bioéthique, quand il sera dans son fort intérieur, si on lui propose une somme plus forte, il va quand même le faire, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est qu'une fiction. Si c'était au niveau mythique, il ne le ferait pas. C'est sûr, il ne le ferait pas, parce que ça serait directement relié à ces instants. Et quelle différence vous faites justement entre le mythe et la croyance? Alors, la croyance, c'est ce qui relève de toutes les formes d'adhérence. Donc, la croyance, c'est en quelque sorte l'instrument du mythe, si vous voulez. Le mythe, c'est la croyance, c'est ce qui permet à l'adhérence d'adhérer au mythe. Le mythe, c'est l'histoire elle-même, c'est la narration elle-même faite de ces images qui se suivent et qui font qu'on s'identifie, qu'on se trouve bien, beau, heureux, etc. Et la croyance, c'est le fait justement d'y croire, c'est le processus lui-même. Le mythe, c'est l'histoire elle-même, c'est la narration, qui peut être une narration en images ou tout ce que vous voulez. Hein. La croyance, c'est le fait justement d'adhérer à cette histoire particulière, à ce mythe particulier. Donc ça fait partie de cet ensemble. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais les premiers mythes étaient plutôt construits sur la peur, l'angoisse, l'effroi, l'existence, les travaux de Paul Guy, et plutôt collectif. Et là, on est plutôt, si j'entends bien, vers cet individualisme et donc une création à nouveau de mythes qui serait beaucoup plus individuel, beaucoup plus sur le désir. Est-ce qu'entre les deux, il y a une différence de nature ou est-ce que c'est quelque chose qui se transforme fortement? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une différence de nature, par contre, il y a une différence de palier, un changement d'état. J'emploie le mot et différence d'état pour être précis. Parce que quand on dit qu'on passe de l'état, par exemple, de l'état liquide à l'état gazeux, d'accord, on ne change pas de nature, c'est la même composition moléculaire. En revanche, c'est plus le même état quand c'est gazeux et quand c'est liquide. C'est un changement d'état. C'est-à-dire qu'on a passé un palier qui fait que ça change d'état. On a le sentiment que ça a une autre nature, parce que c'est gazeux et que c'est plus de l'eau, mais de notre côté, c'est toujours de l'eau, c'est toujours H2O. Donc, je crois qu'on a changé, oui, d'état, que, effectivement, dans le rapport à la nature, les mythes étaient différents jadis, et que c'était des mythes qui étaient fondés justement, qui pouvaient être très catastrophiques, fondés sur ce genre de choses, sur la peur, l'angoisse, etc. Parce que il y avait cette angoisse face à la nature. La nature était représentée comme le danger par excellence. Aujourd'hui, ce qui est un danger, c'est que la nature finisse, ce qui est bien différent. Alors jadis, c'était la nature qui était le danger. L'ennemi, c'était la nature. Aujourd'hui, la nature, c'est ce qu'il faut préserver
justement pour pouvoir survivre. Donc c'est autre chose. Le mythe qui est en train de se constituer, il se constitue de façon inversée, déjà, de cette manière-là. Ensuite, est-ce que c'est un mythe qui est individuel? Il n'est pas individuel, parce qu'il est toujours construit par des instances, des institutions spécialisées dans la production des mythes qu'on appelle des religions, qu'on appelait jadis des religions, qui aujourd'hui continuent à participer, et qui sont relayés par l'ensemble, dans l'ensemble de la société, par des opérateurs d'imaginaire, comme le cinéma, la publicité, la littérature, tout ce que vous voulez, en fait, une sorte d'opérateurs qui sont présents dans toutes les strates de la société. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la production mythique, c'est pas qu'elle est plus individuelle, c'est qu'elle est plus décentralisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas un producteur unique, qui serait l'Église catholique, et ensuite, par exemple au Moyen-Âge, et ensuite une diffusion par capillarité dans l'ensemble de la société, avec différents opérateurs qui se situent à tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a une sorte de concurrence sauvage, à l'échelle planétaire, dans la production mythique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une uniformité du mythe lui-même. C'est pas parce qu'il y a une multiplicité, ça j'insiste dans le livre, il ne faut pas confondre la multiplicité des institutions qui aujourd'hui produisent du mythe, ce qui n'était pas avant parce qu'il y avait un contrôle unitaire, avec le fait que le mythe lui-même ne serait pas unitaire. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une multitude d'esthétiques, c'est-à-dire de manières de croire la même chose. Et il y a une multitude d'institutions qui, dans des packages variés, diffusent le même fond individu global. Je prends un exemple. Un individu va croire qu'il s'adonne au chamanisme, l'autre qui s'adonne au yoga, le troisième qui pratique la kabbale, la néo-kabbale, le quatrième qui fait du bouddhisme, et en réalité, quand on les entend et qu'on discute, on a fait des enquêtes là-dessus, ils disent la même chose, ils ont la même visée, ils pratiquent les mêmes choses, mais dans des emballages différents, en fonction d'une forme d'esthétique différente, dans des organisations différentes. Et dans l'ensemble de la société, on observe ça, une multiplication des esthétiques qui permettent de voyager d'une esthétique à l'autre, mais de voyager tout le temps avec le même objectif, ce qui fait que la structure même du mythe est la même. C'est ce que j'appelle d'ailleurs le grand dénoyautage. Ça veut dire que cette espèce d'exotisme planétaire, cette espèce de fascination pour l'altérité, pour la différence, pour la multiplicité, finit par dénoyauter les spécificités réelles des traditions. Elles sont dénoyautées à force de se mettre en spectacle pour correspondre à ce qu'on attend d'elles, et parfois en extrapolant sur des différences tellement fortes esthétiquement qu'elles ne renvoient plus à rien du point de vue traditionnel. Justement parce qu'elles sont exagérées paradoxalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ce qui fait qu'il y a une forme d'uniformisation à l'échelle planétaire qui passe par une multiplication d'esthétiques et une multiplication des institutions que la plupart de mes collègues, c'est pour ça que c'est ce qui justifie au fond l'écriture de ce livre, votre question. La plupart des collègues disent il y a une atomisation des croyances, une dérégulation. Moi je leur dis non, pas du tout. Il y a une dérégulation et une atomisation des manières de croire, et de manières de croire la même chose, ce qui est bien différent. C'est ça l'apport essentiel de mon travail depuis une dizaine d'années, c'est de montrer ça. Et quelle place pour ceux qui ne croient pas? Et on ne peut pas ne pas croire, parce qu'on ne peut pas ne pas adhérer, parce que si on n'adhère pas, on tombe. C'est-à-dire qu'un athée, c'est un croyant. Un athée, d'ailleurs, la preuve, regardez, la plupart des athées, ils disent qu'ils tiennent absolument à leur liberté de conscience, en tant qu'athée. Ça veut dire quoi? Tenir à sa liberté de conscience en tant qu'athée. Le mythe qu'il a une conscience, c'est-à-dire quelque chose qui serait non physique, qui constitue sa dignité, ça, si ce n'est pas une adhérence mystique, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai une autre question. Vous avez bien insisté sur le décalage entre les attentes aujourd'hui de beaucoup d'individus avec le monde... Juste une petite chose, excusez-moi, juste parce que je veux continuer. Vous regardez une porte. Est-ce que vous croyez au couloir qui est derrière, lorsque vous avancez vers la porte? C'est une question que posait Husserl dans ses fondements de la phénoménologie. La porte, je n'ai aucune information, une fois qu'on a fermé la porte, je n'ai aucune information valide sur la réalité du couloir qui est derrière. Il n'y a peut-être plus de couloir. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un couloir derrière. Déjà, c'est ce que nous disiez. Pourtant, qu'est-ce que je fais? Je spécule sur le fait qu'il y a un couloir derrière, c'est-à-dire que, pour moi, ça va de soi, je ne le regarde même pas, j'ouvre la porte et j'y vais, et il y a, parce que statistiquement, il y a 99, il y a 99. C'est-à-dire que je regarde votre visage, je ne sais pas si vous avez les cheveux derrière. Vous n'en avez peut-être pas du tout. Mais en fait, je ne sais même pas ce qu'il y a derrière votre... Mais je reconstitue sans cesse, par un phénomène d'adhérence à ce que je ne vois pas, par rapport à ce que je crois voir, pour pouvoir reconstituer quoi, et même c'est comme ça que fonctionnent les sciences cognitives aujourd'hui, c'est comme ça que j'arrive à avoir une image cohérente.
Même si on parle des fameux paradoxes temporels, c'est-à-dire que le fait que comme on est à des distances différentes les uns des autres, on est donc dans des temporalités différentes, puisque la lumière met un temps différent avant d'arriver à mes yeux, puisque vous êtes plus loin, vous êtes plus près, etc. Pourquoi est-ce que je vous vois en simultanéité? Parce que mon cerveau construit cette croyance d'une image simultanée complètement fausse, alors que c'est des images qui n'arrivent pas en même temps. Mais si j'étais dans la pure empirie des images qui n'arrivent pas en même temps, je n'arriverais même pas à penser, je n'arriverais même pas à me décider. Ce qui veut bien dire que toute décision est avant tout fondée sur la croyance, c'est-à-dire sur la construction de ce qui me permet de me décider. Du point de vue même des théories de la perception. Allez-y. Oui, vous avez dit qu'il y a un grand hiatus aujourd'hui entre les attentes de beaucoup d'individus avec le marché du travail, les entreprises, etc. Que je crois que c'est très, très crédible, et on l'a vécu soi-même, on l'observe évidemment. Mais comment ça va se résoudre, ça? Sous forme d'évolution ou sous forme de révolution? Comment est-ce que ça peut évoluer? Je vais vous dire, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Lorsqu'il y a, c'est toujours, là je vous renvoie à Cornelius Castoriadis, le philosophe français, qui fait la différence entre l'imaginaire instituant et l'imaginaire institué. Et le principe, c'est que pour qu'une société soit fluide et fonctionne bien, il faut que l'imaginaire instituant, c'est-à-dire ce que j'appelle moi l'attention désirante, ce que les gens veulent faire, et l'imaginaire institué soit le moins possible en décalage. Le problème, c'est que l'imaginaire institué est toujours un peu en décalage, parce qu'il y a l'inertie historique, c'est-à-dire qu'il gère quelque chose qui était déjà là. Mais aujourd'hui, on est arrivé au point de cassure. Donc la vraie question est, jusqu'à quel point on va arriver à recoordonner l'imaginaire instituant et l'imaginaire institué? C'est difficile, parce que ceux qui sont à la tête de l'imaginaire institué, du point de vue même matériel, du point de vue de leur carrière, si ils acceptaient cette recoordination, ça les éliminerait même en tant qu'emploi. Ça éliminerait même leur emploi, leur réalité en tant qu'homme politique. Il n'y aurait même peut-être plus de place pour eux. Donc ça suppose une telle dose d'abnégation que c'est ce qu'on appelle un homme providentiel. Au sens propre, le kairos, l'homme providentiel, c'est celui qui fait quelque chose, même si ça s'abat sur lui, même s'il est détesté. C'est pour ça que je disais à mon père qui a voté Sarkozy la première fois, et je lui disais, mon problème avec Sarkozy, ce n'est même pas que je ne sois pas d'accord avec ses idées, c'est le fait que c'est un homme qui ne pense qu'à être aimé. Puisqu'il ne pense qu'à être aimé, il ne peut pas être un homme providentiel. Ça veut dire qu'il va tout faire pour continuer à être aimé, donc par définition, il ne fera pas du tout ce que tu crois qu'il va faire. Donc au fond, moi, qui ne suis pas pourtant du côté de Sarkozy, j'aurais préféré 100 fois qu'il fasse ce qu'il avait prévu de faire, plutôt que de faire des machins, des trucs de côté de l'autre, machin, etc. L'homme providentiel, c'est celui qui dirait, bien oui, effectivement, il faut une réforme fiscale totale, comme il faut une réforme du droit du travail. Ou bien oui, l'Algérie ne sera pas française. Par exemple, voilà, il peut, exactement. Il fait une décision, tac, il prend une décision. Mais alors là, ça suppose d'avoir un sens politique, au-delà de la petite cuisine, que pour l'instant, je crois, nous n'avons pas mérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des hommes providentiels, mais ça veut seulement dire, moi je ne suis pas pour dire que la classe politique est pourrie. Je pense que si il ne ressort pas dans la classe politique un homme providentiel, c'est parce que c'est nous qui sommes pourris. On ne le mérite pas. Exactement, parce que je pense... Il faut que cette personne ait... Comment? Je refuse cette culpabilisation. Non, mais moi c'est pas une question de culpabilisation. C'est pas une question de culpabilisation. Mais quand on voit aujourd'hui que il n'y a pas un homme politique qui a le courage de... Je dirais c'est la règle du jeu. Je sais pas ce que vous dites. C'est la règle du jeu JE. Non, du règle du jeu politique. Il y a une règle du jeu électorale. Il y a un code électoral. Mais l'homme providentiel, c'est celui qui transgresse la règle électorale. Mais c'est celui qui a une conscience de l'intérêt supérieur de l'humanité, en fait. Moi, je pense que oui, il y a des règles du jeu. Mais au-delà de ces règles du jeu, à un moment, moi, j'en serais pas capable. Je le dis, quand je dis ça, je sais que j'en serais pas capable. Je sais que je me fais acheter tout de suite. Mais je dis, je me ferai acheter, ne serait-ce que par le regard d'autrui. Je veux dire, j'ai pas dit acheter financièrement. Je veux dire, je me ferai acheter parce que je vois bien que même mes collègues, il suffit, je vois bien que même dans un livre, je sens que je vais enlever quelque chose.